À 4 années-lumière de distance, plus proche que n'importe quel autre monde que nous pourrions espérer atteindre, une planète dont la masse est presque exactement celle de la Terre orbite autour de l'étoile la plus proche de notre Soleil. Nous le qualifions de potentiellement habitable. Nous imaginons les océans, le climat, une résidence secondaire. Mais voici la vérité troublante. Nous n'en avons jamais vu la surface. Nous ne savons pas si cette musique a encore de l'air. Et l'étoile voisine explose en éruption suffisamment puissante pour arracher le ciel en quelques secondes. Tout ce qui est réconfortant concernant Proxima Centauri b, c'est l'espoir. Tout ce qui est hostile là-dedans relève de la physique. Ce soir, nous nous trouvons sur cette planète, dans le cadre du scénario que la science permet réellement, et nous découvrons pourquoi y arriver ne signifierait pas trouver une deuxième Terre, mais seulement apprendre à survivre aux côtés d'une étoile qui n'a jamais promis de nous épargner. Si vous vous demandez ce que cela ferait vraiment de se tenir sur un autre monde, pensez peut-être à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Cela contribue réellement à la croissance de cette chaîne. Installez-vous confortablement. Commençons. Commençons par le chiffre qui fait captiver tout le monde, 4,2 années-lumière. Cela correspond approximativement à la distance qui nous sépare de Proxima Centauri b. Et dans le vocabulaire du cosmos, ce nombre sonne comme une invitation. Toutes les autres étoiles sur lesquelles vous avez formulé un vœu se situent à des dizaines, des centaines, des milliers d'années-lumière. Celui-ci non. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de notre Soleil. Et blottie contre elle se trouve une planète dont le poids est presque exactement celui du sol sous vos pieds. Ni une géante gazeuse, ni un cendre brûlé de la taille d'une petite lune. Un monde qui, sur le papier, pèse à peu près le même poids que la Terre. Situé à une distance de son étoile, où la température pourrait permettre à l'eau liquide de s'accumuler sur la roche solide. Pour une espèce qui a passé toute son histoire à regarder vers le ciel et à se demander s'il existait un autre endroit où aller, c'est ce qui ressemble le plus à une porte que l'univers nous ait jamais offerte, et ainsi l'imagination devance les faits. Nous imaginons des côtes, nous imaginons la pluie, nous imaginons un lieu où un être humain pourrait un jour se tenir dehors, lever les yeux et l'appeler chez lui. L'expression qui revient presque systématiquement dans les gros titres à propos de cette planète est « potentiellement habitable ». Et l'oreille humaine a tendance à n'entendre que le deuxième mot, habitable, vivable. Une seconde Terre qui nous attend à 4,2 années-lumière, le temps que nous grandissions suffisamment pour l'atteindre. Gardez bien cette image en tête, car toute cette histoire porte sur la distance entre cette image et ce que la science permet réellement, et non sur la distance en années-lumière. La distance entre ce que nous espérons être vrai et ce que nous avons réellement mesuré. Car voici le premier fait gênant, celui qui redéfinit tout ce qui suit. Aucun œil humain, aucun télescope jamais construit n'a jamais vu la surface de Proxima Centauri b. Nous ne l'avons jamais photographié, nous ne l'avons jamais vu traverser le visage de son étoile. Nous ne savons pas de quelle couleur il est, nous ne savons pas s'il contient de l'air. Presque tout ce qu'on vous a dit sur ce monde n'est pas une observation. C'est une déduction, un modèle ou un espoir déguisé en fait. Pour comprendre pourquoi il faut comprendre l'étoile autour de laquelle elle orbite, car l'étoile constitue le contexte même de l'existence de cette planète. Proxima Centauri est une naine rouge, et les naines rouges ne ressemblent en rien à notre Soleil. Notre vedette est une chaudière jaune chaud de poids moyen. Proxima est une braise vacillante en comparaison. Il ne représente qu'environ 12% de la masse du Soleil, et sa luminosité est inférieure à 1/5 de 1% de celle du Soleil. Sa surface brille à environ 3000 Kelvin, bien plus froide que notre étoile, ce qui signifie que la majeure partie de la lumière qu'elle répand dans l'espace n'est pas le blanc éclatant que nous voyons du Soleil. Il est d'un rouge profond, glissant vers l'infrarouge, vers des longueurs d'onde que vos yeux peuvent à peine percevoir, voire pas du tout. Si l'on remplaçait notre Soleil par Proxima, le ciel diurne de la Terre deviendrait sombre et sanglant, et toutes les plantes vertes ayant jamais évolué commenceraient à mourir de faim. Une étoile aussi faible a une conséquence étrange et importante. Pour qu'une planète soit suffisamment chaude pour abriter de l'eau liquide, elle ne peut pas se trouver à l'endroit où se trouve la Terre. Il doit se blottir tout près, extrêmement près, pressé contre la chaleur mourante de la braise, et c'est précisément là que se trouve Proxima Centauri b.
Imaginez toute cette géométrie comme si vous vous teniez près d'un feu de camp, par une nuit glaciale. Notre Soleil est un feu de joie rugissant, et la Terre se tient à une distance confortable en retrait, réchauffée mais non brûlée. Proxima est une bougie unique qui se consume lentement. Et pour ressentir la moindre chaleur, sa planète doit se pencher jusqu'à ce que sa face touche presque la flamme. Proxima b effectue une orbite complète, soit une année entière, en environ 11,2 jours terrestres. Réfléchissez-y encore une fois. Une année sur cette planète est plus courte qu'une quinzaine sur la nôtre. Elle orbite autour de son étoile à environ 120 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Son orbite entière tiendrait aisément à l'intérieur de l'orbite de Mercure, avec de la place en plus. Il s'agit d'une planète vivant dans l'espace personnel de son étoile, et ce simple fait, l'intimité de cette orbite, la musique, finira par façonner chaque heure de toute vie qui pourrait s'y dérouler. Alors comment pouvons-nous savoir tout cela si nous n'avons jamais vu cette planète? C'est à ce moment que l'histoire reconnaît honnêtement ses propres limites. Proxima b a été annoncé au monde entier en 2016, aboutissement d'une campagne menée par des patients qui ont suivi de près cette étoile filante nuit après nuit. Mais les astronomes n'observaient pas la planète. Ils ne pouvaient pas. Ils regardèrent l'étoile et ils la voyaient vaciller. Voici l'astuce, et elle est magnifique. Une planète ne se contente pas d'orbiter autour d'une étoile fixe et immobile. La planète et l'étoile tournent toutes deux autour de leur centre de masse commun, comme deux danseurs se tenant la main et tournoyant. Le petit partenaire effectue un grand mouvement de balancier et le grand partenaire se balance en un petit cercle serré en réponse. Au fur et à mesure que Proxima b tourne sur elle-même, sa gravité attire très légèrement l'étoile vers nous, puis très légèrement dans la direction opposée. Et ce, sans cesse, selon un rythme strict de 11,2 jours. Ce mouvement étire et comprime la lumière des étoiles d'une manière presque imperceptible, modifiant sa couleur vers le bleu lorsque l'étoile s'approche et vers le rouge lorsqu'elle s'éloigne. Les astronomes ont mesuré ce scintillement rythmique de la lumière et ont remonté la piste jusqu'à la cause de ce phénomène. Ils n'ont jamais vu la danseuse. Ils ont déduit l'identité de la danseuse uniquement de la façon dont son partenaire se balançait. Et parvenir à un tel résultat a nécessité une patience quasi monastique, car un faux pas aussi minime ne se manifeste pas d'emblée. Au début de l'année 2016, une équipe d'astronomes a pointé un spectrographe appelé HARPS, un instrument conçu pour mesurer la couleur de la lumière des étoiles avec une précision quasi absurde, nuit après nuit claire depuis le sommet d'une montagne au Chili. Au cours d'une chasse passionnée, ils lui donnèrent le nom poétique de point rouge pâle. Pendant environ 2 mois, ils ont observé cette étoile peu lumineuse prendre son pouls, mesurant le faible tremblement de sa lumière, à la recherche d'un rythme caché dans le bruit. C'est cette partie qui mérite qu'on s'y attarde. Le rythme était dissimulé dans le bruit et le bruit provenait de l'étoile elle-même. Car Proxima n'est pas une lampe calme et obéissante qui reste immobile pendant qu'on la mesure. C'est une naine rouge active, tachetée et à éruption, dont la surface est en perpétuel mouvement. Elle est modélisée avec d'énormes taches d'étoiles, des taches sombres et plus froides qui apparaissent et disparaissent au fur et à mesure que l'étoile tourne lentement, environ tous les 83 jours. Et voici le piège cruel. Ces endroits sont en jeu. Lorsqu'une tache sombre tourne sur la surface de l'étoile, elle déforme la lumière de celle-ci d'une manière qui peut imiter le balancement même qu'une planète produit. L'agitation propre aux étoiles génère de faux signaux, des rythmes fantômes qui peuvent masquer, voire imiter, l'attraction d'un monde en orbite. Les astronomes n'étaient donc pas simplement à l'écoute d'un battement de tambour dans une pièce silencieuse. Ils essayaient de distinguer un rythme régulier de 11,2 jours sur 2, enfoui sous les crépitements et les sifflements d'une étoile qui ne cesse de s'agiter, séparant ainsi le battement de cœur d'une planète des mouvements du corps autour duquel elle orbite. C'est pourquoi des indices concernant cette planète ont été détectés dans des données antérieures pendant des années sans que personne ne soit disposé à les confirmer. Le signal était là, mais prouver qu'il provenait de la planète et non de l'activité propre des étoiles a nécessité la campagne ciblée du point rouge pâle pour y parvenir. Et il a ensuite fallu encore des années d'observations complémentaires menées par des équipes distinctes utilisant des instruments différents pour confirmer ces résultats hors de tout doute raisonnable. Ce n'est qu'après toutes ces vérifications croisées
que Proxima b est passé du statut de signal prometteur à celui de planète confirmée. Je veux que vous gardiez cela à l'esprit chaque fois que quelqu'un parle de ce monde avec trop d'assurance, car cela montre à quel point même les certitudes sont difficiles à accepter. La seule chose dont nous sommes absolument certains au sujet de Proxima b, à savoir son existence même, nous a obligés à comprendre et à éliminer les caprices de son étoile. Tout ce qui suit ce premier fait avéré repose sur des bases bien plus fragiles. Et remarquez l'ironie discrète qui se cache derrière tout cela. Cette même violence magnétique incessante qui a failli nous cacher la planète dans les données, les éruptions, les taches, le tumulte, n'est pas un simple désagrément pour les astronomes. Il s'agit, comme nous le verrons, de la principale menace qui pèse sur la possibilité même que quoi que ce soit puisse vivre sur le monde qu'il dissimulait. L'étoile nous a lutté pour cette découverte, et elle pourrait bien être en train de lutter contre la planète pour son ciel même. Mais c'est un danger pour plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de prendre conscience de l'effort qu'il a fallu pour lire ces empreintes dans la lumière des étoiles. Non pas un simple regard, mais des années à fixer une cible mouvante à travers la fumée. La cible, musicale elle-même, était en train de vomir. La détection est réelle. C'est aussi, au sens le plus littéral, un triomphe sur les interférences, et cela nous a permis de connaître l'orbite de la planète bien mieux que la planète elle-même. Cette méthode est performante et la détection est fiable. La planète est réelle, confirmée par des années de mesures précises. Mais vous devez comprendre ce que cette technique peut et ne peut pas apporter, car c'est précisément dans ces lacunes que réside tout son intérêt. Interpréter une planète à partir des oscillations de ses étoiles, c'est comme être un détective qui arrive après le départ de l'intrus et ne trouve qu'une simple ligne d'empreinte de pas dans la neige. Les traces sont indéniables. Quelqu'un était là. À partir de leur espacement, vous pouvez estimer une enjambée. Du fond de leur être, une masse imposante, mais on ne voyait jamais la personne. Vous ne connaissez ni leur visage, ni leur taille, ni leur corpulence. Vous reconstituez un individu entier à partir des marques qu'il a laissées sur une matière molle. C'est précisément notre relation avec Proxima b. Nous lisons une série d'empreintes de pas dans la lumière des étoiles. Faisons donc preuve de discipline et trions, jusqu'aux larmes, ce que ces empreintes nous révèlent réellement, car ce tri est la carte honnête de notre ignorance. Commençons par le premier niveau, celui des choses que nous avons réellement mesurées. Nous avons mesuré la période orbitale avec une confiance réelle d'environ 11,2 jours. À partir de cette période et de la masse de l'étoile, nous pouvons calculer la taille de l'orbite à une telle proximité, soit environ 120 fois la distance Terre-Soleil. Et comme nous connaissons la luminosité de Proxima, nous pouvons calculer la quantité de lumière stellaire qui atteint réellement la planète. La réponse est environ 65% de la lumière solaire qui atteint la Terre. Ce n'est pas une somme négligeable, ce n'est pas un exil figé relégué aux marges du système. Une dose d'énergie véritablement modérée, précisément dans la plage où, en principe, l'eau pourrait être liquide, plutôt que de la glace ou de la vapeur. Ces chiffres constituent le fondement de toute cette histoire, et ils sont véritablement passionnants. C'est grâce à eux que l'on se soucie de cette planète. Mais regardez ce qui se passe quand on passe au chiffre suivant, celui que tout le monde désire vraiment. Quel est son poids? Quelle est sa taille? De quoi est-il fait? Ici, les empreintes deviennent floues. La technique de l'oscillation ne permet pas de mesurer la masse réelle d'une planète. Elle mesure quelque chose de plus insaisissable, la masse minimale possible. C'est l'un des faits les plus mal compris de toute l'exoplanétologie. Alors, pour être clair, l'amplitude des oscillations des étoiles dépend non seulement de la masse de la planète, mais aussi de l'angle sous lequel nous observons son orbite. Si l'on observe l'orbite par la tranche, on voit le mouvement complet d'avant en arrière, et notre estimation de la masse est précise. Mais si l'orbite est inclinée, nous ne captons qu'une partie de ce mouvement, et la masse réelle est plus importante qu'elle n'y paraît, parfois beaucoup plus importante. Nous apercevons une silhouette. Une silhouette donne le contour d'une forme, mais en masque la profondeur. L'ombre d'une personne sur un mur indique qu'elle mesure au moins 7 tailles, mais elle pourrait se tenir de profil, bien plus large que ne le suggère l'ombre. La masse minimale mesurée de Proxima b est légèrement supérieure à une masse terrestre, soit environ 1,1, et selon certaines estimations, elle pourrait atteindre 1,3 lorsque les calculs sont effectués d'une certaine manière,
mais il s'agit d'une erreur et non d'une valeur. La planète est au moins aussi lourde. Il pourrait être plus lourd. Nous ne connaissons pas l'inclinaison de l'orbite. Nous ne connaissons donc pas le nombre exact. Et cette simple incertitude se transforme en une cécité bien plus grande à cause d'un cruel accident géométrique. Proxima b ne transite pas devant son étoile. De notre point de vue, la planète ne passe jamais directement devant Proxima et n'atténue jamais sa lumière comme le font docilement certains autres mondes. Les chances qu'un tel passage soit visible depuis la Terre n'étaient que d'environ 1,12%, et il semble que nous ayons perdu à cette loterie. C'est extrêmement important car le transit est la méthode utilisée par les astronomes pour mesurer la taille physique d'une planète, son rayon. Pas de transit signifie pas de rayon mesuré. Et voici la réaction en chaîne. Si vous ne connaissez pas la masse réelle et que vous ne connaissez pas le rayon, vous ne pouvez pas calculer la densité. Et la densité est l'indice le plus important pour comprendre ce qu'est réellement une planète. C'est la densité qui permet de distinguer une boule de roche d'une enveloppe de gaz gonflé provenant des profondeurs de l'océan. Sans cela, la question la plus fondamentale est de savoir si cette planète est réellement une planète rocheuse solide, sur laquelle on pourrait se tenir debout. Ou alors, c'est toute autre chose qui n'est pas mesurée. On le suppose. Ce tremblement a révélé une autre chose, et il s'avère que cela a une importance capitale pour tout ce qui suit. Proxima b n'orbite pas seule. Cette petite étoile rouge abrite au moins une petite famille de mondes. Plus proche de l'étoile que Proxima b, tournant autour en seulement 5 jours environ, se trouve une deuxième planète confirmée, Proxima d, une excroissance d'un monde plus lourd que Mars, mais dont la masse ne représente qu'environ un quart de celle de la Terre. L'une des planètes les plus légères jamais détectées par la méthode Hubble. Et plus loin encore, sur une orbite beaucoup plus large et plus lente d'une durée d'environ 5 ans, se cache un troisième candidat, plus lourd, Proximus CE, un monde plusieurs fois plus massif que la Terre, dont l'existence n'est toujours pas pleinement confirmée, fait encore l'objet de débats, mais qui apparaît régulièrement dans les données. L'image n'est donc pas celle d'une planète isolée face à une étoile. Il s'agit d'un système, d'un petit ensemble de mondes étroitement liés, orbitant autour de la braise la plus proche de notre Soleil, avec Proxima b situé au centre, dans une zone tempérée. En quoi l'existence d'un corps céleste de la masse de Mars sur une orbite de 5 jours, ou d'un monde plus massif contesté, situé bien au-delà, aurait-elle quoi que ce soit à voir avec ce que l'on ressentirait en se tenant sur Proxima b? Parce que les planètes ne s'ignorent pas. Ils s'attirent à chaque fois que ces mondes se croisent sur leurs orbites. Ils échangent de faibles forces d'attraction gravitationnelle et sur des millions d'années, ces impulsions répétées peuvent accomplir quelque chose de crucial. Ils peuvent empêcher l'orbite de Proxima b de se stabiliser en un cercle parfait. Livrée à elle-même, une planète aussi étroitement enlacée par son étoile aurait tendance au fil du temps à voir son orbite s'arrondir et se lisser en un anneau quasi parfait. Mais une planète avec des planètes sœurs est secouée. Son orbite peut être maintenue légèrement étirée, légèrement excentrique, pompée sans cesse par la gravité de ses voisins. Accrochez-vous à ce mot. Excentricité à l'extension de l'orbite, musique. Car cette unique quantité non mesurée est le cadran principal de presque tout ce qui est étrange et que nous sommes sur le point de rencontrer. Rappelons que, compte tenu de son orbite très rapprochée, Proxima b est presque certainement prise dans une profonde étreinte de marée. Mais le type de prise exact dépend entièrement de l'étendue de son orbite. Une orbite quasi circulaire et une orbite étirée induiraient des rythmes de rotation totalement différents pour la planète, et avec eux des ciels totalement différents, des cycles jour-nuit totalement différents, que nous allons découvrir par nous-mêmes dans un instant. Et cette même étendue incommensurable s'étendrait bien au-delà du ciel seul. Cela permettrait de déterminer à quel point la planète est déformée et chauffée de l'intérieur, et même si elle peut conserver son atmosphère, des questions auxquelles nous ne pourrons plus échapper par la suite. Autrement dit, la famille pourra décider tranquillement si le Soleil dans le ciel de Proxima b restera immobile à jamais ou s'il se déplace lentement en d'étranges arcs de cercle. Et ce même cadran, comme nous le verrons, fait bien plus que régler l'horloge du ciel. Une orbite étirée signifie que la planète est soumise à des déformations et à l'influence des marées lorsqu'elle se rapproche et s'éloigne de son étoile.
Et cette flexion génère de la chaleur au cœur même du monde. Une chaleur susceptible d'agiter les volcans et des volcans capables de rejeter des gaz dans une atmosphère mourante. Ainsi, la présence de ces mondes frères, détectés comme de simples murmures supplémentaires dans les fluctuations des étoiles, soulève des questions sur la lumière du jour, le climat et même la capacité de la planète à retenir son atmosphère. Nous n'avons pas mesuré l'excentricité. Nous ne pouvons pas encore lire le cadran, mais nous savons maintenant que l'aiguille qui le fait tourner est celle d'une demeure de mondes invisibles, et nous savons que l'endroit où pointe ce cadran pourrait avoir une importance plus grande pour la vie quotidienne d'un futur colon que presque toute autre chose que nous pourrions nommer. Descendons donc au deuxième niveau, celui des choses que nous pouvons raisonnablement déduire, mais que nous n'avons pas vues directement. Nous en déduisons que Proxima b est probablement rocheuse, car un monde d'environ une masse terrestre, s'il est composé de matière planétaire ordinaire, est plus naturellement un corps rocheux qu'une géante gazeuse. C'est un pari judicieux, fondé sur tout ce que nous savons de la façon dont les planètes de ce poids ont tendance à se former. Mais c'est un pari qui repose sur une masse que nous ne connaissons qu'au minimum. Nous en déduisons également une température. On attribue souvent à Proxima b une température d'équilibre d'environ 39 degrés C, un froid antarctique rigoureux. Mais ce chiffre décrit un rocher nu, sans atmosphère pour piéger la chaleur qui se dégage de la part de lumière stellaire reçue par la planète. Il s'agit d'un calcul de base et non d'une mesure de surface. Ajouter une atmosphère à cette même roche et sa température réelle en surface pourrait augmenter de façon spectaculaire. Une épaisse couche de gaz pourrait la réchauffer bien au-dessus de zéro. Exactement de la même manière que notre atmosphère empêche la Terre de devenir un désert glacé. Ainsi, même la température dont vous avez entendu parler n'est pas la température du sol. Il s'agit de la température d'une roche idéalisée dans un modèle avant même que la variable la plus importante, l'air, ne soit prise en compte dans l'équation. Ce qui nous amène enfin au troisième niveau. Et c'est ce niveau de détail qui devrait changer à jamais votre façon de penser à cette planète. Voici la liste des choses que nous ignorons tout simplement. Je ne sais pas avec précision. Je ne sais absolument pas. Nous ignorons si Proxima b possède une atmosphère. Ce n'est pas un détail. Toute la question est de savoir s'il s'agit d'un monde ou d'un rocher. Et il est complètement ouvert. Nous ignorons s'il y a de l'eau à sa surface, en dessous ou ailleurs. Nous ignorons s'il possède un champ magnétique pour le protéger. Nous ne savons pas comment cela tourne. Nous ignorons si son ciel est dégagé ou nuageux, s'il a jamais eu des océans, s'il les a perdus, s'il les a conservés. Chacune de ces inconnues n'est pas une décimale manquante. Chacune représente une bifurcation menant à une planète complètement différente. Réfléchissez à quel point c'est étrange. Nous possédons un monde que nous pouvons nommer, dont nous pouvons déterminer l'année au jour près, dont nous pouvons estimer la distance à une fraction d'année-lumière près. Et pourtant, nous sommes incapables de répondre à la question la plus enfantine que l'on puisse nous poser à son sujet. Comment c'est là-bas? La carte que nous avons dessinée de Proxima b comporte un point précis indiquant sa position, une horloge précise égrenant son orbite, et puis, sur toute la région où devrait se trouver sa surface, un vaste espace vide. Ici se trouvent des dragons, ou ici se trouvent des océans, ou ici il n'y a rien d'autre que de la pierre stérilisée. La carte ne le précise pas car nous n'avons pas pu la consulter. Et c'est précisément là que la phrase la plus séduisante de toute l'histoire commence à déconstruire cette étiquette rassurante de zone habitable. C'est une idée réelle et utile, mais l'oreille humaine la comprend systématiquement mal. La zone habitable n'est pas une région où les planètes sont habitables. Elle est définie de manière beaucoup plus modeste et beaucoup plus froide. Il s'agit de la bande de distance autour d'une étoile où la lumière stellaire n'est ni assez forte pour que l'eau s'évapore, ni assez faible pour que toute l'eau gèle. Voilà la définition complète. Il s'agit d'une affirmation concernant l'intensité de la lumière qui éclaire un monde et rien de plus. Se trouver dans la zone habitable signifie qu'une planète reçoit la quantité de chaleur suffisante pour permettre la présence d'eau liquide à sa surface, si cette surface existe, si elle contient de l'eau, si elle possède une atmosphère pour empêcher cette eau de s'évaporer directement dans l'espace, et si une douzaine d'autres conditions sont remplies. La zone habitable décrit l'apport de chaleur. Il ne décrit ni l'air, ni les océans, ni les abris, ni la vie. C'est une lampe de torche laissée allumée à la bonne intensité. Cela ne dit rien sur la possibilité pour quiconque d'habiter cette maison,
ni même sur l'existence d'une maison à cet endroit. Alors quand vous entendez dire que Proxima Centauri b se situe en plein dans la zone habitable de l'étoile la plus proche, comprenez-le bien. Cela signifie que la planète se trouve à la bonne distance du feu de camp pour être réchauffée plutôt que gelée ou brûlée. C'est une chose authentique et remarquable que de pouvoir l'affirmer à propos de la planète la plus proche, en dehors de notre système solaire. Mais il s'agit d'une affirmation concernant un lieu et non d'un jugement sur une maison. Le mot « habitable » dans cette expression accomplit un travail considérable, silencieux et non mérité. Et une fois qu'on le remarque, on ne peut plus l'ignorer. Et une autre ombre plane encore sur cet optimisme prudent, une ombre que nous avons jusqu'à présent maintenue dans le coin du cadre. La star, cette même braise vacillante dont la faiblesse oblige la planète à se serrer si fort, n'est pas une douce et constante bougie. Les naines rouges comme Proxima sont célèbres pour leur violence. Ils sont pris de convulsions, ils s'enflamment. Cette petite étoile froide est capable d'entrer en éruption sans prévenir, produisant des bouffées de rayonnement qui peuvent brièvement surpasser de plusieurs fois son intensité normale, projetant des rayons ultraviolets, des rayons X et des flux de particules chargés directement sur la planète si étroitement fixée sur son orbite. Nous consacrerons une grande partie de ce voyage à tenter de comprendre ce que cela signifie, car il s'agit peut-être du fait le plus décisif quant à la possibilité de survie de quoi que ce soit là-bas. Pour l'instant, maintenez simplement la tension en place. Cette même intimité qui permet à ce monde de rester chaleureux l'expose aussi aux foudres d'une étoile capricieuse. La chaleur et le danger proviennent du même endroit. Ils ne peuvent être séparés. Debout à la limite de la zone blanche sur la carte, nous avons une planète réelle, confirmée et étonnamment proche. Nous connaissons son orbite, son année et la dose de lumière qu'elle absorbe. Nous pensons qu'il est rocheux et grossièrement construit à partir de pieux de terre. Et au-delà de ça, nous sommes presque totalement dans le noir. Taille inconnue, densité inconnue, absence d'air et d'eau confirmée, rotation inconnue, absence de protection connue, en orbite autour d'une étoile sujette à des accès de fureur. La réalité est différente. Il ne s'agit pas d'une seconde Terre. C'est une silhouette dans la lumière des étoiles, assise à la bonne distance d'une bougie enveloppée de questions. Mais une carte vierge est une invitation, pas une impasse. Car, malgré tout ce que nous ignorons, les lois de la physique restent valables. Les modèles peuvent encore être exécutés. Nous pouvons encore poser la question avec soin et précision, compte tenu de ce qui est réellement possible. À quoi cela ressemblerait-il réellement de se tenir sur ce sol et de lever les yeux? À quoi ressemblerait cette étoile rouge gonflée, figée dans le ciel? Combien de temps durerait la journée? Ou bien n'y aurait-il tout simplement pas de jour? Quelle serait la sensation du temps lui-même sur un monde où l'année se termine avant que votre glace ne fonde? Les mesures nous ont menés aussi loin que possible. Nous franchissons maintenant la limite des données, pour atteindre la surface elle-même, pour entrer dans l'étrange et spécifique réalité de se tenir sous un soleil rouge qui ne bouge jamais. Sortez avec moi du bord de la carte, mais avec précaution, car dès que nous poserons le pied sur Proximus et Tauri b, nous ferons une supposition et je veux qu'elle soit clairement énoncée avant que nous fassions un autre pas. Pour pouvoir nous tenir debout sur cette planète et lever les yeux au ciel, nous devons supposer qu'il existe une surface solide sur laquelle nous tenir et une atmosphère suffisamment épaisse au-dessus pour contenir le ciel. Rien de tout cela n'est confirmé. Nous choisissons un scénario, une planète rocheuse avec au moins un peu d'air, non pas parce que nous l'avons prouvé, mais parce que c'est la seule façon de poser la prochaine question honnête. Si ce monde est à peu près tel que nous l'espérons, à quoi ressemblerait réellement la vie là-bas? Gardez-le en main tout le temps. Ne le posez pas. Tout ce qui suit est une expérience construite sur une prémisse que nous n'avons pas encore vérifiée. Maintenant, regardez en haut. La première chose qui vous couperait le souffle, c'est le soleil. Pas notre soleil, Proxima. Cette faible braise rouge que nous avons rencontrée au début. L'étoile est si faible qu'elle oblige sa planète à se blottir contre elle. Depuis la surface de Proxima b, cette imperfection accomplit quelque chose que votre intuition combattra. Du fait de son orbite très rapprochée, l'étoile n'apparaît pas vue de la Terre comme un petit disque brillant à l'instar de notre Soleil. Elle se profile. Il est suspendu dans le ciel à une largeur environ 2,5 fois, supérieure à celle que notre Soleil paraît avoir depuis chez nous. Un vaste cercle gonflé de lumière rouge foncée, couvrant une zone plusieurs fois plus grande
que celles que vous avez l'habitude de voir. Si vous avez déjà regardé un gros soleil rouge disparaître à l'horizon par une soirée brumeuse et que vous avez pensé qu'il paraissait anormalement grand, imaginez ce disque gonflé hissé jusqu'au sommet du ciel et laissez là. Voilà l'échelle de la chose sous laquelle vous vivriez. Et pourtant, voici le paradoxe qui définit tout ce ciel. Ce ne serait pas lumineux. C'est la partie la plus étrange à garder en tête. L'étoile est énorme dans le ciel, mais elle est peu brillante. Proxima ne libère qu'une fraction de l'énergie solaire, et même blottie si près, la planète ne reçoit qu'environ les 2/3 de la lumière que reçoit la Terre. Le disque est donc immense, mais la lumière est ténue. Imaginez un charbon mourant, de la taille d'une assiette dressée vers le ciel, large, dense, éclatant, mais pas aveuglant. Sur Proxima b, si vous vous teniez à découvert, la lumière du jour donnerait l'impression d'être perpétuellement la dernière demi-heure avant le coucher du soleil sur Terre. Une pénombre rougeâtre, basse et ambrée, qui ne se transforme jamais en véritable jour et ne sombre jamais tout à fait dans la véritable nuit. Un crépuscule permanent, éclairé par une géante rouge en forme de disque, qui n'est en réalité qu'une petite étoile froide portée très près de la peau. Cette couleur changerait complètement l'apparence du monde. Notre soleil brûle d'une chaleur incandescente, déversant tout l'arc-en-ciel, ce qui explique pourquoi la lumière du jour sur Terre est vive et ses plantes sont vertes. Les feuilles vertes sont vertes précisément parce qu'elles absorbent la lumière rouge et bleue que notre étoile nous offre si généreusement. Proxima est beaucoup plus froide, avec une température d'environ 3000 kelvins à sa surface. Et une étoile plus froide déverse la majeure partie de son énergie dans le rouge du spectre et au-delà, dans l'infrarouge, dans des longueurs d'onde que vos yeux ne peuvent absolument pas voir. Une part importante de l'énergie qui réchauffe Proxima b est donc une chaleur invisible, ressentie mais non vue. La lumière que vous pourriez voir serait rougeâtre, dépourvue de bleu. Le paysage tout entier se teintait des couleurs d'un feu qui couve. Les roches qui paraîtraient grises sur Terre auraient ici des teintes rouille et ocre. Toute ombre serait douce, sombre et longue, car la source lumineuse, bien que large, est faible. Ce serait un monde illuminé de la couleur des braises, et il resterait de cette couleur à jamais. Mais le soleil rouge n'est pas la seule chose qui brûle dans ce ciel, et cette seconde observation serait tout aussi étonnante en soi, car Proxima Centauri n'est pas une étoile solitaire. C'est le membre le plus isolé et le plus éloigné d'une famille de 3 qui orbite lentement autour du Soleil pendant environ un demi-million d'années. 2 étoiles bien plus imposantes, Alpha Centauri A et B. L'une presque jumelle de notre propre Fils, l'autre une compagne légèrement plus petite et plus orangée. Et ces deux-là sont très proches, pas aussi proches que les planètes du système solaire de Proxima, mais proches à l'échelle des étoiles, situées à seulement 1/5 d'année-lumière, ce qui, en termes stellaires, est pratiquement à portée de main. Cela signifie que dans le ciel de Proxima b, Alpha Centauri A et B ne seraient pas 2 points anonymes perdus parmi les constellations. Ils s'évertueraient à la imaginer, se détourneraient du disque rouge gonflé de l'étoile locale et plongeraient leur regard dans l'obscurité. Et là, formant un duo étroit et éblouissant, se trouveraient 2 points blancs dorés et brillants, bien plus éclatants que n'importe quelle étoile ayant jamais illuminé la nuit terrestre. En fait, plus que Vénus à son apogée, 2 joyaux flamboyants, l'un chaud et jaune comme un lointain écho du soleil qui nous a créés, l'autre d'une nuance plus orangée, assis côte à côte dans le noir. Ensemble, ils seraient suffisamment brillants pour être les objets les plus lumineux de tout le ciel, après Proxima elle-même. Assez lumineux, très probablement, pour projeter leurs propres ombres faibles et dédoublées sur le sol de l'hémisphère nocturne. Assez brillantes, peut-être, pour être encore aperçues comme des étincelles fulgurantes, même sur le fond de la faible lueur rouge du plein jour. Et pourtant, c'est là la contrainte cruciale. Ce ne seraient pas des soleils. Ils sont encore à 1/5 d'année-lumière. Ils resteraient des points, et non des disques, brillants au-delà de tout ce que l'on trouve dans notre ciel, mais de simples piqûres de lumière, et non une seconde source de chaleur. Ils donneraient à Proxima des étoiles éblouissantes, pas un deuxième jour. À l'échelle humaine, ces 2 joyaux resteraient, pour ainsi dire, immuables. Un double phare permanent dans les cieux, ne tournant qu'au rythme de la rotation de la planète. Pendant des centaines de milliers d'années, ils dériveraient au gré des mouvements de Proxima autour d'eux. Mais aucun colon,
aucune dynastie de colons ne les verrait jamais déménager. Ils seraient simplement là comme une montagne. Là, l'ornement le plus éclatant et le plus stable d'un chevalier extraterrestre. 2 fils qui ne sont pas vos fils, assez près pour flamber et assez loin pour ne pas être utiles pour se réchauffer. Et alors, si vous saviez exactement où regarder, il y aurait un autre spectacle dans ce ciel, un spectacle à couper le souffle. Quelque part dans cette myriade d'étoiles, en direction de la constellation que nous appelons Cassipierre, il y aurait une seule étoile jaune, indiscernable d'une douzaine d'autres. Musique, ni la plus brillante du ciel, ni la plus faible, rien du tout pour la distinguer. Le genre d'étoile qu'il faudrait qu'un compagnon vous montre du doigt. Ce point anonyme serait le Soleil. Notre Soleil, l'étoile qui a illuminé chaque lever de soleil de l'histoire humaine, qui a fait pousser chaque champ, qui a réchauffé chaque océan que notre espèce a jamais sillonné, réduit de la surface de Proxima b à un simple point pâle que l'on pourrait cacher du bout des doigts. Depuis la planète potentiellement habitable la plus proche de la Terre, le système solaire tout entier, le Soleil et toutes ses planètes, tout ce qui est jamais arrivé à l'humanité, se condense en une seule étoile ténue dans une constellation extraterrestre. Pas le centre de quoi que ce soit, juste une autre lumière dans le ciel de quelqu'un d'autre. Je laisserai cette image s'installer plutôt que de m'y appuyer, car une réalité plus froide et concrète se cache derrière cette merveille, et elle appartient à cette partie de l'histoire de la lumière et du ciel. Ces 2 brillantes étoiles compagnes et cette faible tache jaune conféreraient à l'hémisphère nocturne de Proxima b un ciel d'une beauté réelle et saisissante. Mais ils ne parviendraient pas à dissiper ces ténèbres de manière utile. Sous une nuit permanente, avec pour seule lumière des étoiles lointaines, l'autre côté de ce monde resterait plongé dans une obscurité froide et musique qu'aucune beauté stellaire ne pourrait réchauffer ou illuminer pour en faire quelque chose qu'un humain appellerait jour. Le ciel serait spectaculaire. Le sol en dessous serait encore gelé dans l'obscurité, ce qui nous ramène inévitablement à la question que le ciel ne cesse de nous imposer, non pas la beauté de la lumière, mais l'endroit où elle se pose, les endroits où elle ne se pose jamais, et l'effet que cela a sur le monde. Ce rafraîchissement n'est pas qu'une question de décor. Cela soulève même la question de savoir si la vie verte, telle que nous la connaissons, pourrait se nourrir d'elle-même. Ici sur Terre, la photosynthèse est adaptée à la lumière que nous fournit notre Soleil, et elle dépend fortement des longueurs d'onde rouges et bleues visibles, dont Proxima produit si peu. Une plante transplantée à la surface de Proxima, en supposant à nouveau une atmosphère et de l'eau liquide, ce que nous n'avons pas confirmé, se retrouverait privée de la lumière spécifique pour laquelle elle a évolué, et se noierait plutôt dans des infrarouges qu'elle ne peut pas utiliser. Cela ne signifie pas que la vie est impossible. Cela signifie que la solution propre à la Terre pour vivre de la lumière des étoiles pourrait tout simplement ne pas fonctionner ici. Peut-être qu'une biologie différente a évolué sur cette planète ou a été créée par les colons, et qu'elle pourrait apprendre à exploiter la lueur rouge profond et proche infrarouge. Mais remarquez que cette affirmation selon laquelle les plantes terrestres auraient du mal à survivre repose sur des principes physiques solides. L'idée que d'autres formes de photosynthèse puissent se développer grâce aux infrarouges relève de la spéculation. Gardez-les séparés. Le tableau qui se dessine est celui d'un jardin rouge sombre où rien de familier ne pousse facilement. Et de quelle couleur serait le ciel lui-même? Sur Terre, le ciel est bleu parce que l'air diffuse la lumière bleue plus fortement, colorant ainsi toute la voûte céleste. Mais cette diffusion est la plus faible pour la lumière rouge. Et la lumière de Proxima est principalement rouge. Ajoutez à cela une atmosphère plus ténue ou de composition différente, si elle existe, et le ciel au-dessus de vous pourrait ne pas être bleu du tout. Il pourrait s'agir d'un rose pâle et poussiéreux, d'un ocre profond, ou encore d'une couleur presque incolore et sombre, traversée par le grand disque rouge de l'étoile. C'est véritablement incertain, car la couleur du ciel dépend entièrement d'une atmosphère que nous n'avons pas mesurée. Mais il est juste de dire qu'un être humain se tenant sur Proxima b ne lèverait certainement pas les yeux vers un ciel bleu et un soleil blanc. La palette de couleurs du monde entier se trouverait durablement décalée vers le rouge. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Observez ce que fait la star, ou plutôt, observez ce qu'il ne fait pas. Sur Terre, le rythme qui définit l'existence est la marche du soleil dans le ciel.
Il s'élève, il grimpe, il traverse, il s'enfonce, il se couche. Cette arche est le métronome autour duquel tout être vivant sur notre planète est construit. Il nous donne le matin, le midi, le soir et minuit. C'est tellement fondamental qu'on oublie que c'est une caractéristique et non une loi de l'univers. Sur Proxima Centauri b, dans l'un des principaux scénarios expliquant la rotation de cette planète, cette arche n'existe tout simplement pas. Le Soleil se lèverait une fois et ne bougerait plus jamais. C'est ce que les astronomes appellent rotation synchrone ou verrouillage des marées. Et cela découle directement de cette orbite intime. Une planète aussi proche de son étoile est soumise à d'énormes forces de marée. Le même type d'attraction gravitationnelle qui fait que notre Lune ne présente qu'une seule face à la Terre. Avec le temps, ces forces peuvent ralentir la rotation d'une planète jusqu'à ce qu'elle effectue exactement un tour complet par orbite. Une correspondance parfaite entre son jour et son année. Et lorsque le jour d'une planète est égal à son année, un phénomène profond se produit dans son ciel. L'étoile cesse de bouger. Un hémisphère reste à jamais tourné vers l'étoile, tandis que l'autre est plongé dans une obscurité permanente. Et le passage de l'un à l'autre ne se produit jamais. Il n'y a pas de lever de soleil. Il n'y a pas de coucher de soleil. Il n'y a pas de demain au sens où vous l'entendez, car il n'y a pas de nuit pour séparer aujourd'hui du lendemain. Le temps passe toujours. L'horloge de l'orbite de 11,2 jours continue de tourner, mais le ciel retient son souffle et ne tourne pas. Essayez de réellement habiter cet endroit. L'endroit où vous vous trouvez dans ce monde ne se résume pas à votre adresse. Ce serait votre relation exclusive et permanente avec la lumière pour le restant de votre vie. Placez-vous exactement au centre de l'hémisphère faisant face aux étoiles. Ce point que les astronomes appellent le point substellaire est représenté par un disque rouge suspendu directement au-dessus de nous, immobile au sommet du ciel comme un projecteur fixé au plafond et qui ne s'éteindra jamais. Midi éternel. Le soleil ne monte jamais, car il est déjà aussi haut qu'il le sera jamais. Et il ne tombe jamais, car rien ne tombe ici. Marchez dans n'importe quelle direction sur des centaines ou des milliers de kilomètres, et vous verrez le soleil au zénith descendre lentement vers l'horizon derrière vous. Non pas parce que c'est la musique qui bouge, mais parce que vous vous courbez autour du corps de la planète. Continuez à marcher, et vous finirez par atteindre un endroit où le grand disque rouge se dresse en permanence à l'horizon, à moitié levé, à moitié couché, figé dans l'acte de l'aube qui ne s'achève jamais. Voici le Terminator, l'anneau du crépuscule éternel qui fait le tour du monde, séparant le jour sans fin de la nuit sans fin. Et continuez à marcher au-delà, vers l'hémisphère opposé, et l'étoile disparaîtra sous l'horizon derrière vous et ne réapparaîtra jamais. Vous seriez plongé dans une obscurité permanente sous un ciel qui, jamais de toute l'histoire de la planète, n'a laissé apparaître le soleil. Ainsi, un Proxima bien verrouillé serait, au sens le plus littéral, l'œil d'un monde. Imaginez-le vu de l'espace. Une pupille brillante et chaude, baignée de lumière éternelle, fixant sans cesse son étoile, cernée par un iris voilé de crépuscule perpétuel, enveloppé dans les ténèbres extérieures de la nuit éternelle. L'endroit où vous vivez sur ce globe oculaire définirait tout, que vous existiez dans une lumière immuable, un crépuscule immuable ou une obscurité immuable. Il n'y aurait ni lever de soleil partagé, ni chant des oiseaux à l'aube, ni soirée. Les mots même jour et nuit cesseraient d'être des événements qui arrivent à tout le monde et deviendraient des lieux où l'on vit ou non. Il existe une autre conséquence de ce soleil gelé que presque personne n'imagine lorsqu'il se représente la vie dans le doux crépuscule. Et la voici. Sur un Proxima b parfaitement verrouillé et doté d'une atmosphère réelle, l'air lui-même ne resterait jamais immobile. Il soufflerait violemment et sans fin, comme un vent sans saison ni fin. La raison est simple et implacable. Du côté jour, l'étoile immobile déverse sa chaleur sur une partie du monde dépourvue de pores, réchauffant l'air jusqu'à ce qu'il se gonfle et s'élève. Du côté nocturne, l'air est plongé dans une obscurité et un froid perpétuel, dense et oppressant. Et la nature à bord se déséquilibre. L'air chaud qui remonte du côté jour doit bien aller quelque part. L'air s'écoule donc vers l'extérieur, au-dessus du terminateur, se déversant vers le hémisphère froid de la nuit, tandis que l'air froid revient en masse le long de la surface en dessous pour prendre sa place.
Ce n'est pas un temps passager. Il s'agit d'une circulation planétaire unique, figée en permanence par un soleil immobile, un fleuve d'air qui coule éternellement de la face chaude du monde vers la face froide, provoquée par une différence de température qui ne pourra jamais se résoudre, car la lumière ne se déplace jamais. Tenez-vous au point de bascule, là où s'étend cet anneau de crépuscule éternel que tant de gens imaginent comme l'endroit doux et confortable où bâtir un foyer, la frontière ténue entre le trop chaud et le trop froid, et vous ne trouveriez pas le calme. Vous vous retrouveriez alors dans l'embrasure d'une porte entre une chaufferie et un congélateur, où le courant d'air hurlant qui s'engouffre ne s'apaise jamais. Les vents qui s'engouffrent à travers cette frontière crépusculaire pourraient être féroces et incessants. Un vent violent contre lequel il fallait se pencher en allant au travail et se pencher à nouveau en rentrant. Le vent souffle de la même direction qu'hier, l'année dernière et 10 000 ans avant votre naissance. Les modèles climatiques de mondes comme celui-ci produisent régulièrement non seulement ces flux diurnes, mais aussi de grands jets de vent encerclant la planète, des bandes entières d'atmosphères parcourant le globe parce qu'un monde perpétuellement inégal engendre un air perpétuellement organisé. Ainsi, le fantasme bien ordonné de l'anneau habitable, l'idée que même si le côté jour est brûlant et le côté nuit glacial, une personne pourrait simplement s'installer confortablement dans la bande crépusculaire entre les deux, se heurte de plein fouet à un mur d'air en mouvement. La 4e dimension est sans doute le groupe le plus tempéré de la planète. C'est peut-être aussi l'un des endroits les plus venteux qu'on puisse imaginer, balayé par un vent permanent, son ciel strié de nuages arrachés au jour, sa température fluctuant brusquement sur de courtes distances dès qu'on se déplace un peu vers la chaleur ou un peu vers l'obscurité. Ce ne serait pas une transition en douceur entre deux extrêmes. Ce serait le point de friction entre deux extrêmes, et le vent serait le bruit de ce frottement. J'évoque ce point ici, alors que nous sommes encore en train d'assimiler ce que vous verriez et ressentiriez, car le vent est quelque chose que vous ressentiriez dans votre corps dès le premier instant, avant même de penser à la chimie atmosphérique ou au bilan thermique. Vous remarqueriez que l'air sur cette planète se meut avec un but précis et ne s'arrête jamais. Mais ce même vent est aussi la promesse de quelque chose de plus profond. C'est une question à laquelle nous ne pouvons pas répondre simplement en restant là à plisser les yeux vers le ciel. Car la question de savoir si ce vent incessant est une brise supportable ou une tempête meurtrière, et s'il transporte suffisamment de chaleur du côté jour pour rendre le côté nuit vivable, dépend entièrement de la quantité d'air à déplacer et de sa composition. Et c'est enfin la question que nous ne pouvons plus reporter, non pas l'endroit où la lumière se pose, mais si ce monde possède un ciel digne de ce nom. Mais j'ai été un peu trop propre, et l'honnêteté exige cette complication. Même une étoile parfaitement immobile ne le serait probablement pas. Parce que l'orbite de Proxima b n'est peut-être pas un cercle parfait. Elle pourrait être légèrement étirée, légèrement excentrique. La planète accélérerait et ralentirait en se rapprochant et en s'éloignant de l'étoile au cours de chaque boucle de 11,2 jours. Sa rotation, en revanche, resterait stable. Et lorsqu'une rotation régulière est associée à une vitesse orbitale variable, l'étoile semble osciller. Au cours de son orbite, le Soleil au zénith oscillait d'avant en arrière, grossissait et rétrécissait légèrement à mesure que la planète s'approchait et s'éloignait, traçant une petite silhouette lente dans le ciel avant de revenir à son point de départ. Ce serait moins comme une lampe fixe que comme un cadran solaire dont le gnome se serait détaché et oscillerait doucement sur place, sans jamais traverser le ciel, mais jamais parfaitement immobile non plus, expirant au rythme de l'orbite. C'est un mouvement subtil, mais sur un monde où le soleil est par ailleurs figé, ce doux balancement pourrait bien être la seule horloge que le ciel nous offre. Maintenant, changeons de perspective, car face aux preuves, nous devons admettre que nous ne savons pas vraiment comment cette planète tourne. Le blocage des marées est l'issue la plus probable, mais ce n'est pas la seule. Si l'orbite de Proxima b est suffisamment étirée, si son excentricité dépasse un seuil modeste, la planète pourrait avoir été capturée dans un rythme différent. La même que notre propre Mercure est entrée en résonance 3.2. La planète effectue 3 tours pour 2 révolutions autour de l'étoile, et un monde au format 3.2 offre une expérience du temps totalement différente, car le Soleil se déplace certes, mais d'une manière qu'aucun ciel humain n'a jamais montrée. Sur un Proxima b de 3.2,
Il y aurait un jour et une nuit, mais un seul jour, d'un midi à l'autre, ne durerait pas 11,2 jours. Cela vous durerait environ 22 de nos jours, car la lente rotation de la planète et son mouvement orbital s'annulent en partie, étirant l'intervalle entre les midis à environ 2 orbites complètes. Vous vivriez donc environ 11 jours terrestres de lumière du jour continue, suivis de 11 jours terrestres d'obscurité continue, et ce, de manière répétée. Un cycle jour-nuit d'une durée d'environ 1 mois. Le soleil rouge se déplaçait si lentement dans le ciel que son mouvement serait presque imperceptible d'heure en heure, un disque qui met des semaines à traverser d'un horizon à l'autre. Et comme son orbite est excentrique, l'étoile ne se déplacerait pas à un rythme constant. Lorsque la planète traversait la partie la plus proche de son orbite, le mouvement apparent des étoiles dans le ciel pouvait en réalité ralentir, s'arrêter et même s'inverser brièvement. Le soleil se levait à moitié, s'arrêtait net en redescendant vers l'horizon d'où il venait, puis faisait demi-tour et reprenait sa course lente. Le Mercure fait exactement cela. Depuis certains endroits de sa surface, on pouvait observer le soleil se lever, se coucher, puis se lever une seconde fois. Sur un Proxima b de magnitude 3 à 2, un lever de soleil pourrait se produire 2 fois, à plusieurs jours d'intervalle, avec un faux crépuscule intercalé entre les deux. Des générations entières de colons pourraient structurer leur vie autour d'un jour solaire plus long qu'un mois terrestre, un rythme qu'aucun corps humain n'a jamais connu. Et si l'orbite est encore plus étirée, une résonance encore plus extrême devient possible. 2 tours pour chaque orbite, voire plus, chacune produisant sa propre chorégraphie bizarre d'un soleil rouge lent, se déplaçant de manière inégale à travers un ciel verdoyant. L'objectif n'est pas de mémoriser les options. Le problème, c'est que nous ne savons pas laquelle est réelle et que chaque option nous est profondément étrangère. Sur Terre, la durée d'une journée est fixe et confortable, 24 heures. Musique. La même partout, la même toujours. Sur Proxima b, la durée d'une journée n'est pas simplement différente. On ne sait pas, et chaque réponse des candidats est plus étrange que la précédente. Le ciel pourrait ne jamais tourner, ou bien il pourrait tourner une fois par mois, ou encore, il pourrait tourner en bégayant puis revenir sur ses pas. Nous ne pouvons tout simplement pas encore le dire. Ajoutez à cela la question des saisons, et l'horloge extraterrestre devient encore plus étrange. Sur Terre, les saisons proviennent de l'inclinaison de notre axe, de la façon dont nous nous penchons vers et loin du soleil tout au long de l'année, ce qui nous donne l'été et l'hiver. Mais une planète soumise à l'action des marées pendant des milliards d'années tend à avoir cet axe de basculement relevé, son axe étant presque vertical. Si Proxima b se tient droite, comme c'est probablement le cas, alors elle ne présente aucune saison axiale. Il n'y a ni été, ni hiver, ni longue variation de température au cours de l'année, du moins pas dues à l'inclinaison. Quel que soit le rythme saisonnier existant, il proviendrait plutôt de la propre amplitude de l'orbite. Au cours de chaque cycle de 11,2 jours, alors que la planète se rapprochait puis s'éloignait de l'étoile, l'intensité de la lumière et de la chaleur augmentait et diminuait. Ainsi, les seules saisons pourraient être une brève alternance de phases d'intensité lumineuse stellaire, plus ou moins forte, se produisant une fois par orbite de 11 jours par an, et une saison condensée dans ce même laps de temps, battant bien plus vite que n'importe quel rythme que la vie sur Terre ait jamais eu à suivre. Imaginez un instant l'impact que tout cela aurait sur un être humain vivant là-bas. Parce que notre corps est tellement façonné par le ciel que nous le remarquons à peine. Chaque cellule de votre corps fonctionne selon un cycle d'environ 24 heures, un rythme circadien calibré sur des milliards d'années à la rotation de la Terre. Le sommeil, la faim, la température, les hormones, l'humeur, tout est rythmé par le lever et le coucher du soleil. Imaginez maintenant ce corps céleste à la pointe substellaire d'un monde parfaitement verrouillé, où le soleil ne se couche jamais et où la lumière ne change jamais. Il n'existe aucun signal extérieur pour indiquer à votre corps quand dormir, quand se réveiller, quand une journée est terminée, car aucune journée ne se termine jamais. Ou bien placer ce même corps dans la nuit éternelle de l'hémisphère lointain, où le soleil ne se lève jamais et où l'obscurité est totale et ininterrompue. Ou bien placez-le sur un monde 3.2 et demandez-lui de vivre au rythme d'une journée d'un mois, en dormant 1 semaine et demie dans l'obscurité et en se réveillant 1 semaine et demie sous une lumière rouge immobile. L'horloge humaine n'est pas programmée pour tout cela. Les colons devraient se repérer dans le temps grâce à des machines
des lumières artificielles s'allumant et se rallumant selon des horaires précis, des horloges et des calendriers imposés par l'ingénierie, plutôt que de se fier aux astres, car le ciel lui-même refuserait de suivre le rythme des humains. Sur Proxima b, la journée ne serait pas un cadeau du monde. Il faudrait le fabriquer et le défendre. Même le simple fait de trouver son chemin serait transformé. Sur Terre, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Et cette arche quotidienne est une boussole construite dans le ciel. Nous nous en servons pour nous orienter depuis toujours. Sur une Proxima b parfaitement stable, il n'y a ni est ni ouest au sens strict du terme, puisque le soleil ne se déplace pas. Mais il y aurait une boussole absolue différente, qu'aucun autre monde ne propose. L'étoile elle-même serait un repère fixe, brûlant dans une portion immuable du ciel. Marcher vers l'étoile, c'est marcher vers la chaleur et le jour éternel. S'en éloigner, c'est marcher vers le crépuscule, puis dans l'obscurité. Vous ne vous perdriez jamais tant que vous pourriez voir le ciel, car le soleil vous indiquerait toujours exactement quelle direction prendre la journée. Ce serait le repère le plus stable et le plus fiable qu'on puisse imaginer. Un phare rouge cloué en un point précis du ciel, marquant le centre du visage illuminé du monde. S'orienter sur cette planète, ce serait se référer à sa relation avec un soleil immuable. Et voici ce que je vous ai caché, le fil conducteur qui nous entraîne directement vers la suite. Tout ce que je viens de décrire, le soleil figé, le midi éternel, l'anneau crépusculaire, le ciel rosy, l'étrange horloge étirée du monde 3-2, tout cela est lié à la lumière, à propos des endroits où la chaleur se diffuse et de ceux où elle ne se diffuse pas. Mais la lumière qui éclaire un monde ne fait pas de lui un monde sur lequel on pourrait survivre. Je vous ai montré un œil illuminé, une pupille brillante du côté jour et une pupille noire de l'autre côté nuit. Et il est tentant d'en tirer la conclusion évidente que le côté jour est un enfer brûlé et le côté nuit un tombeau glacé, séparé par un mince anneau de crépuscule habitable où une personne pourrait se tenir debout. Résistez à cette tentation, car que cet hémisphère de midi éternel soit une fournaise, ou un pays doux et ensoleillé, et que cette nuit sans fin soit un bloc d'air glacé ou une obscurité réchauffée par un vent supportable, cela ne dépend absolument pas de la lumière. Cela dépend de quelque chose que la lumière ne peut pas vous dire. Reste à savoir si cette planète possède une atmosphère suffisamment dense et des océans suffisamment profonds pour capter la chaleur qui s'accumule du côté jour et la transporter autour du globe jusqu'à la nuit. Une roche nue, sans air, cuirait effectivement d'un côté et gèlerait de l'autre. Mais donner à cette même roche une véritable atmosphère, et les vents et les courants pourraient répartir la chaleur sur toute la planète, adoucissant la fournaise et réchauffant la tombe, jusqu'à ce que la différence entre le jour éternel et la nuit éternelle soit bien plus douce qu'on ne pourrait jamais le deviner en regardant le ciel. L'œil sur lequel nous nous tenons ne constitue donc pas encore un verdict. C'est une question. Le soleil est suspendu, figé au-dessus de nos têtes, rouge, gonflé et terne. Mais le sort de tous ceux qui se trouvent en dessous repose entièrement sur les éléments. Et c'est précisément l'air que nous allons examiner ensuite, le vaste éventail de possibilités concernant l'atmosphère et le climat de Proxima b. Les scénarios qui détermineront si ce monde est une pierre gelée, un refuge tempéré, un océan ravagé par les tempêtes, ou une planète qui a perdu son ciel il y a longtemps et ne l'a jamais retrouvé. Nous nous tenions littéralement sur un globe oculaire, un soleil rouge gelé au-dessus de nous, une pupille brillante de jour éternel, un anneau de crépuscule, une obscurité extérieure de nuit éternelle. Et je vous ai demandé de ne pas tirer la conclusion évidente que le côté jour est une fournaise et le côté nuit un tombeau, avec seulement un mince anneau habitable entre les deux. Je vous ai demandé de résister à cela, car la lumière qui éclaire un monde ne décide pas du monde. L'air, oui. Et l'air est la seule chose vers laquelle nous nous tournons désormais. Car tout que cette planète soit une pierre brûlée, un refuge tempéré, un monde englouti par les tempêtes ou un cadavre qui a perdu son ciel il y a des milliards d'années, repose sur une seule question à laquelle nous ne pouvons pas encore répondre. Proxima Centauri b possède-t-elle une atmosphère? Et si oui, à quel prix? Et fait de quoi? Avant de trier les mondes possibles, nous devons donc envisager la possibilité qu'il n'y ait aucun monde à trier, que le ciel a déjà disparu. Voici pourquoi il ne s'agit pas de pessimisme mais de physique. N'oubliez pas quel genre d'étoile c'est.
Proxima est une naine rouge, et les naines rouges ont une histoire cruelle. Ils naissent furieux. Lorsque Proxima était jeune, avant de se stabiliser dans la combustion lente, faible et régulière qu'elle maintient aujourd'hui, elle a traversé une longue et lumineuse adolescence, une phase que les astronomes appellent la préséquence principale, durant laquelle l'étoile était beaucoup plus brillante et beaucoup plus chaude qu'elle ne l'est maintenant. Et elle est restée ainsi non pas pendant quelques années, mais pendant environ 100 millions d'années, voire plus. Et pendant toute cette longue crise de colère, Proxima b était déjà là, clouée sur son orbite étroite, absorbant un flot de lumière et de radiation bien plus intense qu'elle n'en reçoit aujourd'hui. Imaginez l'impact que cela a sur une jeune planète. Quelle que soit l'eau avec laquelle Proxima b a débuté, océan, glace, vapeur, quelle que soit sa composition initiale, elle se trouvait probablement sous une étoile suffisamment brillante pour la faire bouillir. Les modèles climatiques suggèrent que la planète a peut-être passé cette longue adolescence dans un état de serre incontrôlable. Son eau ne repose pas calmement à la surface, mais flotte dans le ciel sous forme de vapeur, exposée au sommet de l'atmosphère aux puissants rayonnements ultraviolets et X des étoiles. La raison pour laquelle l'eau est montée si haut est une spirale qui s'auto-alimente. À mesure que la chaleur des jeunes étoiles réchauffait la surface, les océans commençaient à s'évaporer, et la vapeur d'eau est elle-même un puissant gaz à effet de serre. Ainsi, plus la température montait, plus elle emprisonnait de chaleur, ce qui réchauffait davantage la surface et entraînait une évaporation encore plus importante. Le phénomène de rétroaction s'est amplifié de façon exponentielle jusqu'à ce que les mers ne se contentent plus de fumer mais soient soulevées en masse dans les airs, remplissant des hauteurs qui, sur une planète plus froide, resteraient parfaitement sèches. Ce n'est qu'une fois l'eau montée à ce niveau que les véritables destructions ont commencé. Et là-haut, au plafond de l'air, la lumière des étoiles à haute énergie est comme un couteau. Elle sépare les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Et l'hydrogène, léger, rapide, difficile à retenir, s'échappe dans l'espace, emportant le haut de la planète molécule par molécule sur des dizaines de millions d'années. Selon certaines estimations, Proxima b aurait pu perdre l'équivalent d'un océan d'eau de cette manière avant même que l'étoile ne se calme. D'après d'autres estimations, bien moins. La réponse honnête est que cela dépend de la quantité de eau que la planète contenait au départ, musique de sa formation et de sa migration vers l'intérieur depuis un lieu de naissance plus froid. Et nous ne savons rien de tout cela. Il s'agit d'une histoire modélisée et non d'une histoire mesurée. Mais le mécanisme est bien réel. Et cela signifie que la planète est peut-être arrivée à aujourd'hui déjà dépouillée, déjà sèche, déjà sans air. Et même en faisant abstraction des jeunes violents, maintenir une atmosphère hostile à Proxima aujourd'hui n'est pas garanti. Cette étoile, blottie si près, frappe la planète musique avec un vent stellaire, un souffle constant de particules chargées jaillissant de sa surface et pouvant exercer une force des milliers de fois supérieure à celle que le vent solaire exerce sur la Terre. Ce vent peut arracher l'air d'une planète par le haut, le dépouillant progressivement, surtout si la planète n'a pas de champ magnétique pour le dévier. Et on ignore si Proxima b possède un tel bouclier. Vous avez donc une planète qui a peut-être été ravagée par les flammes dans sa jeunesse et dont les vestiges sont peut-être lentement érodés au cours de sa vieillesse. Une étude a conclu que, dans des hypothèses très pessimistes, une atmosphère pourrait disparaître en à peine 10 millions d'années, un laps de temps géologique. Mais, et c'est là la mise en garde cruciale que véhiculent toujours ces titres alarmistes, cette estimation dépend énormément de l'épaisseur de l'atmosphère au départ, et de l'aveu même des chercheurs, cette incertitude est très grande. Une fine pellicule d'air serait rapidement éliminée. Une bombe massive pourrait survivre. Les volcans peuvent se réapprovisionner par le bas même si leur surface s'érode. Mais l'érosion par le haut ne représente que la moitié du total. Et il existe une force qui pourrait en principe exercer une pression en retour depuis le bas. Revenez au cadran principal utilisé précédemment. L'allongement de l'orbite. L'excentricité perpétuée par les univers parallèles de Proxima b. Si l'orbite est même légèrement étirée, alors à mesure que la planète se rapproche et s'éloigne de son étoile au cours de chaque brève orbite, la gravité de l'étoile la comprime et la relâche, fléchissant toute la planète comme une balle serrée dans un point. Cette souplesse n'est pas gratuite. Elle génère de la chaleur en profondeur dans la roche.
Et cette chaleur interne peut être le moteur de la géologie. Cela peut maintenir l'intérieur en fusion et agité. Et cela peut alimenter les volcans. Et les volcans ne sont pas seulement des destructeurs, ils respirent aussi. Lorsqu'une planète volcanique entre en éruption, elle libère des gaz provenant des profondeurs de la roche et les projette dans le ciel. Dioxyde de carbone, vapeur d'eau, composés soufrés, la matière première de l'atmosphère. Ainsi, une planète Proxima b bien conformée pourrait discrètement se réapprovisionner en air par le bas, tandis que l'étoile le lui arrache par le haut, une planète expirant de son propre intérieur pour remplacer ce que le vent stellaire lui arrache. C'est précisément pourquoi nous ne pouvons pas déclarer l'atmosphère condamnée, simplement parce que l'érosion est intense. Sur une planète géologiquement vivante, le ciel n'est pas un réservoir fixe qui se vide lentement. C'est un équilibre entre ce qui se perd au sommet et ce qui remonte des profondeurs. Et savoir qui l'emportera est quelque chose que nous ne pouvons tout simplement pas calculer sans connaître la planète, bien mieux que nous ne le faisons. Pourtant, et c'est là la cruauté qui imprègne presque chaque fil d'espoir de cette histoire, ce même feu qui pourrait embraser à nouveau le ciel à un coup caché. Trop de force de marée, trop de chaleur interne, et l'intérieur de la planète peut être désorganisé, perdant ainsi l'équilibre délicat nécessaire à la génération d'un champ magnétique global. Le brassage qui crée un blindage magnétique est une chose musicale délicate, et un monde surchauffé par un pétrissage incessant des marées pourrait ne pas parvenir à en produire un, ou pourrait pousser son volcanisme vers un excès dévastateur qui remodèle la surface plus vite que quoi que ce soit ne puisse se stabiliser. Ainsi, cette même portion d'orbite qui pourrait protéger l'atmosphère des ondes stellaires pourrait en même temps priver la planète du bouclier magnétique qui protégerait cette atmosphère des tempêtes de particules stellaires. Donner d'une main, prendre de l'autre. Musique. Le feu qui embrase le ciel peut aussi le dépouiller de son armure. Et une fois de plus, nous nous retrouvons face à une possibilité que nous ne pouvons pas encore peser sur un monde que nous n'avons jamais vraiment vu. Imaginez une baignoire dont la bonde est grande ouverte et le robinet qui laisse à peine couler un filet d'eau. Si la baignoire était presque vide au départ, elle est sèche en quelques minutes. Si le réservoir était plein au départ ou si le robinet coulait avec force, l'eau peut y stagner très longtemps, même si la bonde est grande ouverte. Musique. Proxima b est une baignoire dont nous n'avons jamais mesuré le niveau de départ et dont nous ne pouvons pas voir le robinet. Nous savons que la canalisation est ouverte. Nous ne savons pas si la baignoire est vide. Voilà le véritable état de nos connaissances. Et aucune narration assurée sur Internet ne change cela. Quiconque affirme catégoriquement que Proxima b est dépourvue d'atmosphère ou qu'elle est semblable à la Terre se base sur des données qui n'ont pas été écrites. Alors soyons honnêtes et exposons les différents scénarios possibles en tant que partisans d'issues authentiques, chacun clairement identifié, et expliquons ce que cela signifierait réellement de se trouver dans cette situation. Il existe 4 grandes branches, et ce ne sont pas 4 saveurs d'une même planète. Ce sont 4 planètes différentes portant le même nom. La première branche est le monde sans air. Supposons que les jeunes l'aient dépouillé, que le vent l'ait érodé ou qu'il n'ait jamais contenu beaucoup d'air. À présent, ce globe oculaire devient réel sous sa forme la plus impitoyable. Sans atmosphère pour transporter la chaleur de la musique, les hémisphères faisant face aux étoiles n'a nulle part où envoyer l'énergie qui se déverse sur lui et rien pour la retenir. Le point substellaire, ce lieu de chaleur éternelle à midi, sa surface s'élève à des températures bien supérieures, au point où toute trace d'eau se vaporiserait instantanément. Un désert de roches arides, ravagé par les vents et sans ombre, sous un disque rouge immobile. Et la face nocturne, ne recevant aucune lumière et ne contenant pas d'air pour l'isoler, rayonne sa chaleur directement dans l'espace et plonge vers le froid du vide, à des centaines de degrés en dessous de zéro. Une étendue gelée, où tout gaz qui s'aventurerait du côté jour gèlerait tout simplement sur le sol. Entre eux, une étroite bande de crépuscule où la température passe brièvement en dessous du seuil de survie, mais sans air respirable. Aucune pression pour maintenir l'eau à l'état liquide et aucune protection contre le rayonnement des étoiles. La température supportable est une cruelle question technique. Sur un milieu confiné et dépourvu d'air, un être humain ne pourrait pas plus vivre à l'extérieur que sur la surface de la Lune. Toute colonie serait, à tous égards significatifs, un vaisseau spatial qui se trouverait posé sur le sol.
C'est l'hypothèse la plus pessimiste, et nous ne pouvons pas l'exclure. Mais c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu et que la version paresseuse de la queue de cette planète se trompe. L'atmosphère change tout, et il n'en faut pas beaucoup. Il s'agit de la deuxième branche, le monde à atmosphère ténue, et cela a une importance capitale, car il existe une hypothèse largement répandue selon laquelle une planète en rotation synchrone doit avoir une face diurne brûlante et une face nocturne gelée, un hémisphère mort et un anneau habitable. Les modèles climatiques ont passé la majeure partie de la dernière décennie à déconstruire cette hypothèse. Et la raison en est un principe physique qu'il est important de comprendre, car il constitue le pivot autour duquel repose l'habitabilité de cette planète. L'air transporte la chaleur. Sur Terre, si les tropiques ne subissent pas une chaleur torride et que les pôles ne gèlent pas jusqu'à la mort, c'est parce que notre atmosphère et nos océans fonctionnent comme une vaste boucle de chauffage centrale. Un radiateur de la taille d'une planète, faisant circuler la chaleur depuis les endroits où le soleil tape le plus fort jusqu'aux endroits où il atteint à peine. Les vents transportent le pôle d'air chaud, les courants transportent l'eau chaude sur des milliers de kilomètres. L'ensemble du système répartit les bienfaits inégaux du soleil sur le globe, de sorte que la différence entre les endroits les plus chauds et les plus froids est bien plus faible que ce que la lumière solaire brute pourrait jamais produire. Imaginez maintenant une version de ce même mécanisme sur Proxima b. L'étoile pourrait retenir le soleil gelé sur un hémisphère, accumulant ainsi la chaleur sur la face éclairée dépourvue de pores. Mais s'il existe une atmosphère capable de capter cette chaleur, les vents feront ce que font les vents. Ils soulèveront l'air chaud du point substellaire et le transporteront autour de la planète, le répandant au-delà du terminateur et sur l'hémisphère sombre, réchauffant ainsi la nuit éternelle de l'extérieur. Et surtout, les modèles montrent que, puisque Proxima b ne reçoit qu'une quantité relativement modeste de lumière stellaire, environ 65% de celle de la Terre, il n'est pas nécessaire qu'elle possède une atmosphère épaisse, semblable à celle de la Terre, pour que cela fonctionne. Une couche relativement mince, même d'une pression équivalente à une fraction de celle de la Terre, peut suffire à déplacer la chaleur et à empêcher la planète entière de se scinder en fournaise et en congélateur. Une atmosphère ténue suffit à répartir la chaleur, précisément parce que la chaleur à répartir n'est pas si intense. Il existe cependant une menace tapie dans la branche de l'atmosphère ténue, et elle porte un nom, l'effondrement atmosphérique. Si l'air est trop raréfié pour déplacer efficacement la chaleur, alors la face nocturne continue de rayonner sa chaleur dans l'espace et continue de se refroidir, jusqu'à devenir si froide que l'atmosphère elle-même commence à geler. Le dioxyde de carbone est la victime habituelle. Du côté nocturne suffisamment froid, il se dépose du ciel et gèle sur le sol sombre sous forme de glace carbonique, une chute de neige permanente du gaz même qui était censé maintenir la planète au chaud. Et lorsque l'air gèle du côté nocturne, l'atmosphère s'amincit encore davantage, ce qui entrave encore plus le transport de chaleur, ce qui provoque le gel d'une plus grande quantité d'air ou son emballement dans la mauvaise direction, pouvant ainsi dépouiller le côté jour de sa couverture, sa musique, et laisser la planète pratiquement sans air là où cela compte. La question de savoir si Proxima b tombe dans ce piège dépend de la quantité exacte d'atmosphère qu'elle possède et de la composition de cette atmosphère. Un peu trop fine, elle s'affaisse sur le côté nuit. Si la densité est suffisante, la circulation se maintient et la planète reste intacte. Nous nous trouvons une fois de plus à la croisée des chemins sans pouvoir encore voir l'autre côté, ce qui nous amène à la troisième branche, la plus prometteuse. Le monde à atmosphère substantielle, la version avec de l'air réel et surtout de l'eau réelle. C'est la branche à laquelle les modélisateurs du climat ont consacré le plus d'attention. Et c'est celle qui se rapproche le plus du rêve, même si, ici encore, se rapprocher du rêve et une seconde Terre ne sont pas synonymes, et je ne les laisserai pas s'estomper. Donner à Proxima b une atmosphère authentique, à peu près de pression similaire à celle de la Terre, et un océan, et quelque chose de remarquable se produit dans les simulations. L'eau est un extraordinaire vecteur de chaleur, bien meilleur que l'air. Un océan liquide sous une atmosphère en circulation devient un second radiateur plus profond, transportant la chaleur par ses courants depuis la pupille incandescente du côté jour jusqu'au bord gelé et au-delà. Dans ces modèles océaniques dynamiques,
le contraste brutal du globe oculaire s'atténue considérablement. Le côté jour ne bout pas. Le côté nuit ne gèle pas complètement. La planète entière est attirée vers un climat bien plus doux, un monde avec une mer chaude et ouverte directement sous le soleil immobile, entouré de glace au loin, mais avec des températures sur une grande partie du globe qu'un être humain pourrait en principe supporter. Voici l'océan des yeux, et il mérite d'être bien représenté, car il est à la fois d'une beauté authentique et d'une étrangeté saisissante. Tenez-vous au point substellaire de cette version de Proxima b, et vous ne serez pas sur de la roche brûlée. Vous vous trouvez au centre d'une immense mer baignée de soleil en permanence, l'eau la plus chaude de la planète, rassemblée directement sous l'œil rouge de l'étoile. Naviguez dans n'importe quelle direction, et l'eau se refroidit. Le disque rouge du ciel s'enfonce vers l'horizon derrière vous, et finalement, vous atteignez un rivage, non pas de terre, mais de glace, l'iris gelé du globe oculaire, où commence le crépuscule éternel. La région habitable d'un tel monde ne serait pas du tout un anneau mince. Il pourrait s'agir d'un vaste hémisphère océanique baigné de soleil, d'une face entière de la planète sous un soleil rouge immobile, avec de l'eau liquide et une chaleur supportable. Les modèles qui produisent ce résultat sont réels, publiés et pris au sérieux. Mais gardez bien le niveau à l'esprit. Il s'agit d'une possibilité modélisée reposant sur des données d'entrée supposées, une atmosphère supposée, un océan supposé, une réserve d'eau supposée que les jeunes violents ont peut-être déjà épuisée par les flammes. C'est le meilleur cas que permettent les lois de la physique. Ce n'est pas une photographie de quoi que ce soit que quiconque ait vu. Et puis, il y a le quatrième élément, le rappel que l'atmosphère dense ne signifie pas automatiquement un monde paisible. Il s'agit de la version dominée par la tempête. Sur une planète où le soleil est cloué à un point précis du ciel, déversant sans relâche sa chaleur sur une seule parcelle d'océan ou de terre, l'air, au-dessus de cette parcelle, monte sans cesse. Chauffé, léger, ascendant, et là l'air monte à l'infini. Les tempêtes naissent. Situées au point substellaire d'une atmosphère humide et épaisse, Proxima b pourrait rester en permanence, sous une tour de nuages colossale et tourbillonnante. Une tempête perpétuelle, ancrée à l'endroit précis situé sous l'étoile, déversant une pluie incessante, dressant un bouclier de nuages si brillant et si épais qu'il renvoie une grande partie de la lumière des étoiles dans l'espace avant même qu'elles n'atteignent la surface. Ce bouclier nuageux est à double tranchant. Cela pourrait en fait refroidir le côté jour et contribuer à stabiliser le climat, ce que certains modèles considèrent comme une solution miracle. Mais cela signifie aussi que l'endroit le plus ensoleillé de la planète pourrait être plongé dans un ciel constamment couvert et balayé par des tempêtes incessantes, tandis que les vents qui s'échappent de ce moteur engendrent des phénomènes météorologiques violents et étranges sur le reste du globe. Et si l'atmosphère est dense de la mauvaise manière, saturée de dioxyde de carbone, et qu'elle retient trop bien la chaleur, la planète entière pourrait basculer vers un effet de serre suffocant, semblable à celui de Vénus. La pression en surface est écrasante. La température grimpe bien au-delà de ce que la vie peut supporter. Un ciel épais peut sauver un monde, ou l'étouffer. Et celle que Proxima b recevra dépend d'une chimie que nous n'avons pas encore échantillonnée. 4 branches donc. Le cadavre sans air, le monde marginal à l'air raréfié au bord de l'effondrement, le refuge océanique tempéré et le monde à l'air dense, ravagé par les tempêtes ou étouffé par les serres. Remarquez ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils n'ont pas. Ils ne partagent ni climat, ni température, ni ciel, ni vision de la vie. Ce qu'ils ont en commun, c'est une seule et même ignorance. Au fond, nous ne savons pas lequel est réel, car nous n'avons jamais mesuré la seule variable qui les distingue. Pas la lumière. La lumière que nous connaissons. L'air et toutes les propriétés de l'air qui comptent. Son existence, sa quantité, sa composition, sa capacité à contenir de l'éau, à transporter de la chaleur, à s'effondrer, à se déchaîner ou à apaiser, tout cela reste à ce jour incommensurable. Lorsque vous entendez parler d'une planète semblable à la Terre dans la zone habitable, comprenez que cette expression est compatible avec ces 4 types de mondes simultanément. Il s'agit d'une déclaration concernant un lieu et une masse. Le texte ne précise pas laquelle de ces 4 planètes se trouve réellement là. Voilà pourquoi je refuse systématiquement les photos trop nettes. Musique. Il est faux de croire que le verrouillage des marées garantit une nuit morte. Une atmosphère en mouvement peut la réchauffer.
Il est faux de croire que la survie se limiterait à un mince anneau crépusculaire. Un véritable océan pourrait ouvrir tout un hémisphère ensoleillé, et il est tout aussi faux d'affirmer que la planète est un havre de paix bleu-vert. Il se peut qu'elle ait perdu son eau avant même que la vie sur Terre n'ait commencé. La réalité que révèle l'épreuve est celle d'un adepte de monde radicalement différent. Et l'honnêteté intellectuelle consiste à les considérer toutes à la fois, à les peser selon les critères physiques et à admettre que la mesure décisive n'a pas encore été prise. Cette mesure va arriver et il est important de comprendre exactement comment, car la méthode est aussi délicate que la question est énorme. L'astuce évidente utilisée par les astronomes sur de nombreuses planètes, qui consiste à attendre qu'une planète passe devant son étoile et à lire la lumière stellaire filtrée par son atmosphère, nous est ici inaccessible. Car comme nous l'avons établi dès le départ, Proxima b ne croise pas son étoile de notre point de vue. Nous ne pouvons donc pas simplement saisir son aire rétroéclairé. En réalité, le plan est bien plus difficile. Pour isoler la faible lueur propre à la planète, le minuscule rayon de lumière rouge qu'elle réfléchit, de l'éclat écrasant de l'étoile située juste à côté d'elle, puis pour étaler ce rayon de lumière en un spectre et rechercher les empreintes digitales de gaz spécifiques qui y sont inscrites. Cela signifie construire des instruments capables de maintenir dans le même champ de vision une étoile aveuglante et une planète peu lumineuse, et de distinguer leur lumière simultanément grâce à un contraste extrême et une résolution de couleurs extraordinairement fine. Deux initiatives majeures visent précisément cet objectif. Au sol, un nouveau télescope gigantesque, doté d'un miroir de près de 40 mètres de diamètre et dont l'ouverture est prévue vers la fin de cette décennie, pourrait avoir la puissance de collecte de lumière et la précision nécessaire pour tenter d'atteindre une cible aussi proche et favorable que Proxima b. Dans l'espace, les astronomes conçoivent un futur observatoire phare, l'Observatoire des mondes habitables, conçu en grande partie pour réaliser précisément ce type de travail, imager directement de petites planètes potentiellement tempérées autour d'étoiles proches et analyser leurs atmosphères. Pour une fois, le plus grand défaut de Proxima b à tous autres égards, sa proximité absurde avec une star violente, devient un atout. Car c'est précisément cette proximité qui rend la faible lumière de la planète à peine séparable de l'éclat aveuglant. Le monde le plus proche est, pour cette seule raison, la cible la plus accessible dans le ciel. Et que chercherait-il? Les signatures chimiques qui pourraient révéler la présence de vie, l'oxygène, le méthane, la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et surtout des combinaisons de gaz qui ne devraient ne pas coexister. Sur un monde mort, la chimie s'installe dans un équilibre paisible. Mais mettez de l'oxygène et du méthane dans le même ciel et vous obtenez un casse-tête. Comme ces deux gaz s'annulent rapidement l'un l'autre, leur présence simultanée suggère qu'un élément extérieur les alimente constamment. Et sur Terre, ce quelque chose, c'est la vie. Un tel appariement hors d'équilibre chimique est le genre d'indice qui pourrait éclairer le monde entier de la science. Mais c'est là que je dois maintenir ma position une dernière fois, car c'est précisément là que l'espoir l'emporte sur la preuve. Même une détection concluante ne constituerait pas une confirmation de vie. Ce serait un début, pas une fin. Des processus non vivants peuvent contrefaire ces signaux. Rappelez-vous l'érosion même dont nous avons parlé, où la lumière ultraviolette des étoiles décompose l'eau et l'hydrogène s'échappe dans l'espace. Ce même processus peut laisser de l'oxygène dans l'air d'une planète sans qu'aucune vie ne soit impliquée. Un faux positif déguisé en triomphe. Ainsi, un signal prometteur de Proxima b déclencherait des années de travail minutieux pour éliminer les imposteurs, musique, vérifier le contexte et se demander si la chimie pourrait s'expliquer par une étoile simplement violente, plutôt que par un monde vivant. Nous découvrirons peut-être enfin de notre vivant laquelle de ces 4 planètes nous attend réellement, sans atmosphère, marginale, tempérée ou balayée par les tempêtes. Ce serait à lui seul un événement historique. Mais nous avons détecté un gaz et nous avons constaté que les formes de vie sont séparées par un canyon de doute prudent. Et quiconque associe les deux vante une certitude que les données n'ont pas justifiée. Et voici le fil conducteur qui nous entraîne inévitablement vers la suite. Supposons que nous obtenions la branche la plus bienveillante. Supposons que Proxima b ait conservé son eau, qu'elle possède une véritable atmosphère et qu'elle fasse circuler sa chaleur dans ce monde océanique tempéré et ensoleillé. Le meilleur cas
que les modèles permettent. Même alors, même dans le plus doux des 4 scénarios, l'histoire n'est pas à l'abri, car j'ai passé tout ce passage à parler de l'atmosphère comme si elle était le héros du récit, ce qui redistribue la chaleur, retient l'eau et rend la planète habitable. Mais cette même atmosphère, la seule chose qui sépare l'être humain du vide, se trouve au sommet du ciel, pleinement exposée à une étoile que nous avons poliment ignorée tout ce temps. Une étoile qui ne brille pas de façon constante, une étoile qui se convulse. Tout ce que j'ai décrit, les vents qui transportent la chaleur, l'océan qui réchauffe la nuit, l'air que vous respirez, flotte au-dessus d'une naine rouge capable d'entrer en éruption sans prévenir, projetant des radiations et des particules chargées directement vers le ciel, maintenant ainsi la planète en vie. L'atmosphère n'est pas le seul élément qui rend Proxima b habitable, c'est ce qui est assiégé. Et il est enfin temps de regarder directement l'étoile qui assiège. Nous sommes polis envers cette star depuis bien longtemps. Nous l'avons qualifiée de faible, de fraîche, de braise, et nous l'avons laissée brûler tranquillement en arrière-plan pendant que nous discutions de l'air, de la chaleur et de l'eau. Cette politesse prend fin ici, car la chose la plus importante concernant Proxima Centauri n'est pas sa faible luminosité, c'est qu'il est furieux. En mars 2016, des astronomes observant cette petite étoile rouge ont assisté à son explosion. En l'espace de quelques secondes, la lumière visible de Proxima a été multipliée par environ 68. Et pendant un bref instant, l'étoile la plus proche de notre Soleil est devenue suffisamment brillante pour être aperçue depuis la Terre, à l'œil nu, sous un ciel sombre. Une étoile normalement bien trop faible pour être remarquée sans télescope, apparaissant brièvement dans le champ de vision. Il s'agissait d'une super éruption, l'une des éruptions stellaires les plus puissantes jamais enregistrées sur Proxima. Et ce n'était pas un événement exceptionnel qui s'est produit une seule fois dans une époque. C'était tout simplement le match le plus important que les gens regardaient à ce moment-là. Car lorsque les astronomes observent cette étoile pendant de longues périodes, ce qu'ils découvrent n'est pas un calme ponctué de rares épisodes de violence. Ils considèrent la violence comme la norme. Considérez les résultats d'une récente campagne menée avec le grand réseau de télescopes millimétriques dans le désert d'Atacama. En près de 50 heures d'observation, soit à peine 2 jours terrestres, l'instrument a enregistré 463 éruptions distinctes, des centaines d'éruptions, certaines ne durant que 3 secondes sur une période de quelques jours, et c'est le schéma caché dans ces chiffres qui était véritablement troublant. Lorsque les astronomes ont cartographié la répartition des éruptions en fonction de leur taille, ils ont constaté que les petites éruptions étaient beaucoup plus fréquentes que ce que la même mesure effectuée à d'autres longueurs d'onde laissait présager. La distribution était abrupte, fortement orientée vers de fréquentes petites convulsions. Cela a des conséquences énormes pour la planète, car cela pourrait signifier que la dose totale de rayonnements à haute énergie qui s'abat sur Proxima b, en particulier les rayons ultraviolets extrêmes qui endommagent le plus l'atmosphère, est plus élevée que les estimations plus prudentes. Cette star ne perd pas rarement son sang-froid. On y voit constamment des éruptions solaires, avec en arrière-plan un crépitement d'éclairs et la menace permanente d'une super éruption au-dessus. Alors, soyons précis sur ce qu'est réellement une fusée éclairante, car le terme « fusée éclairante » évoque un simple éclair de lumière, alors que la réalité était bien plus complexe. Lorsque le champ magnétique enchevêtré de Proxima se rompt et se reconnecte, il ne se contente pas de s'illuminer. Elle libère de l'énergie sur l'ensemble du spectre simultanément. Une vague de lumière ultraviolette, une explosion de rayons X, un déluge d'ultraviolets extrêmes invisibles pour nous mais mortels pour les molécules, et souvent une explosion de particules chargées projetées à une vitesse prodigieuse. Certaines éruptions solaires s'accompagnent d'éjections de masse coronale. De immenses nuages de plasma stellaire furent projetés hors de l'étoile comme des éclats d'obus. Et souvenez-vous de la géométrie vue précédemment. Proxima b ne se tient pas à une distance de sécurité comme la Terre. Elle est confinée dans un espace restreint, à 120e de la distance Terre-Soleil, directement prise dans le rayon de l'explosion. Tout ce que l'étoile projette, la planète le reçoit, et elle le reçoit en plein visage encore et encore pendant des milliards d'années. Voici une distinction que les gros titres alarmistes ont presque toujours tendance à estomper. Et bien comprendre les choses fait la différence entre l'honnêteté et la manipulation par la peur.
Le rayonnement qui atteint la haute atmosphère d'une planète n'est pas le même que celui qui atteint le sol. C'est crucial sur Terre. Notre atmosphère, et en particulier notre couche d'ozone, absorbe les rayons ultraviolets et les rayons X du Soleil bien au-dessus de nos têtes. Ainsi, lorsque la lumière du Soleil atteint la surface, les longueurs d'onde les plus dangereuses ont déjà été filtrées. Une planète dotée d'une atmosphère substantielle et d'une couche d'ozone pourrait en principe faire de même pour Proxima b, absorbant le pire du rayonnement d'une éruption avant même qu'il n'atteigne sa surface, afin qu'une personne se tenant au sol sous un ciel épais puisse être protégée du souffle direct. Il est donc tout simplement faux d'affirmer que les éruptions de Proxima stériliseraient instantanément la surface de n'importe quelle planète possédant de l'air. Si l'atmosphère est suffisamment dense, la surface pourrait être protégée. Mais, et c'est là que le danger se manifeste à nouveau sous une forme plus subtile et plus patiente, le bouclier devient lui aussi la cible. Chaque éruption solaire qui percute le sommet de l'atmosphère n'est pas simplement absorbée sans danger. Elle érode cette atmosphère par le haut, arrachant des molécules qui s'envolent dans l'espace, provoquant la lente fuite que nous avons constatée précédemment. Et le rayonnement de haute énergie a un autre effet insidieux. Elle peut détruire la couche d'ozone elle-même, en décomposant les molécules mêmes qui protègent la surface des rayons ultraviolets. Ainsi, même si une éruption solaire donnée n'atteint pas le sol, une série d'éruptions au fil du temps peut raréfier l'atmosphère et percer son bouclier ultraviolet, de sorte que l'éruption suivante pénètre un peu plus profondément et celle d'après encore plus profondément. L'étoile ne cherche pas à anéantir la surface d'un seul coup. Elle assiège le ciel qui la protège, année après année, éruption après éruption, pour toute la durée de vie du monde. Voici le siège que je vous ai promis il y a quelque temps. Et maintenant, vous pouvez voir sa forme. Non pas un coup catastrophique unique, mais une pression incessante sur la mince couche qui maintient la planète en vie. La planète pourrait-elle se défendre elle-même? Sur Terre, notre protection la plus profonde est invisible. Un champ magnétique global, généré dans notre noyau en fusion, enveloppe la planète d'un bouclier et dévie la majeure partie du vent solaire et une grande partie du rayonnement des particules chargées avant même qu'ils n'atteignent l'atmosphère. Si Proxima b possédait un champ magnétique puissant, elle pourrait de la même manière repousser les tempêtes de particules de l'étoile. Et vous avez peut-être vu des articles enthousiastes suggérant que la planète possède bel et bien un tel champ. Ici, il faut être prudent car c'est un endroit où la science est réelle mais facilement exagérée. Les astronomes qui surveillent Proxima aux longueurs d'onde radio ont détecté un signal qui semble pulser à peu près au même rythme que l'orbite de la planète. Un signe préliminaire de ce qu'on appelle l'interaction magnétique étoile-planète. La planète traverse électromagnétiquement le champ magnétique des étoiles tout en orbitant autour d'elle. C'est un résultat véritablement enthousiasmant, même s'il reste encore provisoire. Mais sachez ce qu'il sonde réellement. Il s'agit d'une preuve concernant le champ magnétique de l'étoile, d'environ 600 grammes à sa surface, et concernant le mouvement de la planète à travers ce champ. Il ne s'agit pas d'une mesure confirmée d'une magnétosphère protectrice générée par Proxima b elle-même. On ignore encore si la planète possède son propre bouclier, et certains avancent même qu'un monde en rotation lente et parfaitement verrouillé pourrait avoir du mal à en générer un puissant. Nous ne pouvons donc pas nous rassurer avec la garantie d'un parapluie magnétique. La planète en possède peut-être une, peut-être pas. Nous ne savons pas, et nous ne devrions pas prétendre le contraire. C'est donc dans cet environnement que toute présence humaine sur Proxima b devrait survivre. Un monde où l'on capte constamment des éruptions solaires à bout portant, sous une atmosphère soumise à une érosion permanente, possiblement sans bouclier magnétique, éclairé par une étoile capable de voir sa luminosité augmenter d'environ 60 fois en quelques secondes sans prévenir. Passons maintenant à ce vers quoi tout ce parcours nous a préparés. Traduisons cet environnement, en passant du langage de l'astrophysique à celui d'une vie quotidienne ordinaire, pour voir ce que cela coûterait réellement d'y vivre. Commencez par l'acte humain le plus simple qui soit. Sortir sur Terre, franchir le seuil de sa porte, c'est gratuit. Sur Proxima b, il pourrait s'agir de la décision la plus mûrement réfléchie de votre vie. Puisqu'une super éruption peut se produire pratiquement sans avertissement et atteindre la planète en quelques minutes, tout temps passé à sa surface serait du temps perdu à jouer avec le feu contre l'étoile. Imaginez une plage sans le moindre coin d'ombre
et un soleil capable, sans prévenir, de décupler sa luminosité jusqu'à 68 fois et de déverser des rayons ultraviolets et des rayons X invisibles auxquels vous ne vous attarderiez pas. Chaque excursion hors d'un abri devait être planifiée en fonction des prévisions météorologiques spatiales, en fonction des systèmes d'alerte précoces que la colonie pouvait mettre en place pour surveiller l'étoile et déceler les signes avant-coureurs d'une éruption imminente. Et même les prévisions ne permettent de gagner que quelques minutes. La vie à la surface se déroulerait donc dans un état de vigilance permanent, avec des abris anti-radiation renforcés toujours à portée de main et de longues périodes pendant les pics d'activité stellaire, où il serait tout simplement interdit de sortir. Le ciel ouvert de ce monde, l'étoile rouge immobile sous laquelle nous nous tenions plus tôt, serait à la fois beau et inquiétant. Vous apprendriez à ne jamais lui tourner le dos. Pensez maintenant au pouvoir, car tout le reste en dépend. Sur ce monde rouge sombre, la source d'énergie évidente est compromise dès le départ. Ici, la lumière du soleil est faible et principalement infrarouge. Une alimentation inadaptée pour le type de panneau solaire qui fonctionne si bien sur Terre, et il disparaîtrait complètement du côté de la nuit éternelle. Mais le problème de fond, ce sont les fusées éclairantes. Une puissante éruption stellaire, en particulier une éruption accompagnée d'une éjection de masse coronale, peut provoquer des surtensions électriques et endommager gravement tout système électrique exposé. De la même manière qu'une forte tempête magnétique peut faire sauter les transformateurs et griller les appareils électroniques, une éruption solaire pourrait provoquer une surtension dans le réseau électrique d'une colonie et faire sauter ses fusibles au pire moment possible. Là, l'énergie de la colonie devait donc être à la fois indépendante de la lumière stellaire aléatoire et résistante aux perturbations électriques des étoiles. Lignes enterrées, électronique blindée, redondance poussée, musique et réserves stockées pour assurer la continuité de l'alimentation électrique de la colonie, pendant les pannes de courant lorsque les systèmes de surface devaient être arrêtés et mis à l'abri. Chaque watt devrait être défendu. Pensez à la nourriture. Nous avons vu précédemment que la lumière infrarouge rouge intense de Proxima empêche la photosynthèse, ce type de photosynthèse sur lequel les plantes terrestres ont évolué. Un village ne pouvait donc pas simplement planter des champs à ciel ouvert et attendre la récolte. La lumière n'est pas de la bonne couleur. La surface est exposée aux radiations, et une seule éruption pourrait anéantir les récoltes de toute une saison. L'agriculture devrait presque certainement se déplacer à l'intérieur et sous terre, dans des chambres étanches éclairées par des lampes de croissance artificielle, réglées sur les longueurs d'onde dont les plantes ont réellement besoin, alimentées par cette même alimentation électrique renforcée. Sur Proxima B, les aliments ne seraient pas tant cultivés que fabriqués. À l'intérieur de chambres protégées, chaque calorie est la production d'une machine qui ne doit jamais tomber en panne longtemps. Et pensez aux abris eux-mêmes, car ils constituent le véritable foyer. Dans aucun de ces scénarios, même le plus optimiste, celui de ce monde océanique tempéré, une personne ne vit simplement à la surface de Proxima B comme nous vivons sur Terre. Dans les branches où l'air est raréfié ou absent, l'habitat est un récipient pressurisé contenant de l'air respirable dans un quasi-vide, enterré ou protégé contre les radiations. Un environnement scellé aussi impitoyable en cas de brèche qu'un sous-marin l'est en cas de fissure dans sa coque. Dans la branche tempérée où l'air est véritable à l'extérieur, vous pourriez respirer sans problème pendant un certain temps, mais les éruptions solaires et les ultraviolets continueraient de rythmer la vie quotidienne sous la roche, sous l'eau, sous les abris, la surface étant un lieu que l'on visite brièvement et avec lassitude plutôt que d'y vivre. Parmi les propositions les plus sérieuses pour vivre sur des mondes comme celui-ci, certaines consistent en des établissements souterrains ou sous-marins creusés dans la croûte terrestre ou enfouis sous un océan protecteur, utilisant des mètres de roche ou d'eau comme bouclier que le champ magnétique de la planète pourrait ne pas fournir. Sur Proxima B, avoir un foyer signifierait se trouver à l'intérieur de quelque chose. Un abri, une coquille, un volume protégé aux conditions terrestres empruntées, maintenu par des machines contre un monde qui cherche sans cesse à y pénétrer. Et cette expression « maintenue par des machines » en est le véritable poids, plus lourd encore que n'importe quelle éruption solaire. Car le plus grand défi de Proxima B n'est pas une catastrophe dramatique à laquelle on pourrait se préparer et survivre.
Il ne s'agit pas d'une seule éruption meurtrière, ni d'une mauvaise journée. C'est la permanence de la vigilance. C'est que les recycleurs d'air doivent fonctionner aujourd'hui, demain et tous les jours suivants. Que le blindage contre les radiations doivent résister à chaque éruption solaire pendant 1000 ans. Que la panne de courant ne doit jamais durer plus longtemps que ne le permettent les réserves. Que les cultures doivent continuer à pousser sous leurs soleils artificiels. Que les seaux restent scellés et les abris intacts à travers chaque convulsion d'une étoile qui ne connaîtra jamais le silence. Sur Terre, l'environnement nous soutient, que quelqu'un y prête attention ou non. L'air reste respirable et le ciel reste sain et sauf. Sur Proxima b, l'environnement est extrêmement hostile, et seul un effort constant sur plusieurs générations permet de le contenir. Ce serait comme vivre derrière des sacs de sable face à une inondation qui ne se retire jamais, où dès qu'on cesse d'empiler, le haut envahit les lieux. Ce n'est pas ainsi qu'on parvient à survivre. C'est la survie comme une tâche sans fin. Ajoutons maintenant le poids final, celui qui rend tout cela tellement plus lourd que n'importe quelle colonie jamais construite par l'homme. Vous seriez seul, vraiment, profondément seul comme aucun explorateur de notre histoire ne l'a jamais été. Proxima b se situe à 4,2 années-lumière de la Terre. Et rien, aucun signal, aucun message, aucun appel à l'aide ne peut voyager plus vite que la lumière, ce qui signifie qu'un message envoyé de la colonie vers la Terre mettrait plus de 4 ans à arriver. Et toute réponse prendrait plus de 4 ans à venir. Un simple échange, une question et sa réponse, prendrait presque une décennie. Signalez que votre réacteur est défaillant. Et avant même que la Terre ne vous entende, plus de 4 ans se sont écoulés. Au moment où les conseils arrivent, il s'en est déjà passé plus de 8. En cas de véritable urgence, la Terre n'est pas une bouée de sauvetage. La Terre est une correspondante lointaine lisant des lettres relatant des événements survenus il y a 5 ans, incapable de faire autre chose que d'écrire à un passé qui n'existe plus. Chaque message venant de chez soi serait, au sens le plus littéral du terme, un message dans une bouteille, jeté à travers un océan d'années, arrivant longtemps après que la main qui l'a écrit ait disparu. Et avant de prendre du recul pour nous interroger sur la signification de tout cela, il y a un tribut plus discret à évoquer, un tribut qui ne se manifesterait pas en une seule nuit dramatique, mais qui s'accumulerait au fil des années et de toute une vie. Même à l'intérieur de l'habitat le mieux protégé, sur une planète balayée par un rayonnement de si haute énergie, une certaine dose finirait toujours par passer. Et les radiations sont patientes. Cela n'a pas besoin de vous tuer aujourd'hui. Son action repose sur l'accumulation, augmentant ainsi les risques de cancer et de dommages cellulaires tout au long de la vie. Une menace latente à laquelle chaque colon et chaque médecin devait faire face comme à une réalité permanente, surveillée et gérée, mais à laquelle il n'échappait jamais vraiment. Une forte flambée occasionnelle constituerait une situation d'urgence. La faible dose continue constituerait l'affection chronique. Cette étrange lumière rouge laisserait sa propre trace. Un corps élevé sous un soleil faiblement éclairé par des infrarouges denses, ou encore sous des lampes artificielles qui remplacent le soleil que la surface ne peut fournir en toute sécurité. Un corps coupé de la lumière. Notre biologie dépend silencieusement de la lumière qui régule nos horloges internes, que notre peau utilise pour fabriquer les vitamines dont nous avons besoin, sur quoi notre esprit semble s'appuyer pour quelque chose d'aussi fondamental que l'humeur. Rien de tout cela n'est impossible à réaliser par l'ingénierie. On peut régler les lampes, prendre des compléments alimentaires, imposer des horaires, mais chacune de ces solutions représente un système supplémentaire qui doit être entretenu. Une autre façon dont le bien-être humain ordinaire sur Proxima b serait une réalisation fabriquée plutôt qu'un droit de naissance. Et puis il y a les enfants. Une colonie aussi éloignée, aussi isolée, ne serait pas une expédition qui reviendrait au pays. Ce serait un lieu où naissent des gens, une deuxième, une troisième, une 10e génération, qui n'a jamais choisi ce voyage, qui n'a jamais vu la Terre, et qui ne le pourrait jamais. Compte tenu d'une traversée mesurée en années de lumière et en vies entières de voyage, ils grandiraient en ne connaissant le soleil qui a donné naissance à leur espèce que comme un faible point dans une constellation étrangère, n'entendant parler que de océans, de ciels ouverts et d'après-midi sans abri, comme des histoires d'un monde qu'ils ne toucheront jamais. Leur réalité se résumait à l'intérieur de l'abri, à l'air vicié, à la lumière tamisée, au vent, au terminateur, aux 2 étoiles brillantes qui n'étaient pas leurs fils.
Quel que soit le sens qu'ils donnaient à leur foyer, ce ne serait pas la Terre. Ce serait cela, cette petite poche défendue et vibrante de conditions empruntées que leurs ancêtres ont choisi de préserver sur un monde qui ne leur a jamais offert cette possibilité. Réfléchissez à l'impact psychologique et pratique que cela a sur un accord. Il n'y a pas de secours. Aucun ravitaillement ne pourrait arriver à temps pour avoir une quelconque importance. Il n'y a personne à appeler lorsque la situation dépasse les capacités de la colonie elle-même. Quel que soit le problème rencontré, les habitants de Proxima B devront le résoudre eux-mêmes. Avec les moyens dont ils disposent, dans le temps imparti, car l'aide la plus proche se situe à plus de 4 ans à la vitesse de la lumière et bien plus longtemps à n'importe quelle vitesse qu'un vaisseau pourrait réellement atteindre, une colonie à cet endroit ne constituerait pas un avant-poste de la Terre au sens quotidien du terme. Ce serait une civilisation à part entière, un petit monde humain clos, capable de s'auto-réparer, qui devrait être complet, autosuffisant et psychologiquement suffisamment résilient pour supporter une solitude sans précédent dans l'histoire de notre espèce. Non pas la solitude d'un marin solitaire qui atteindra le port dans des semaines, mais la solitude d'un peuple qui sait que tous ceux qu'il n'a pas emmenés avec lui sont inaccessibles, et que le ciel au-dessus de lui abrite une étoile qui réclame son air. Et ici, seulement ici, à la fin de tout, permettez-moi de prendre du recul et de dire ce que je pense que tout cela signifie. Parce que nous avons mérité cette réflexion. Nous avons commencé par une promesse. L'étoile la plus proche, une planète d'une masse presque identique à celle de la Terre, située à la bonne distance pour être chaude, suffisamment proche pour être accessible, potentiellement habitable, annonçait le titre. Et nous avons entendu la seconde Terre. Et je comprends profondément l'attrait de cette musique, dans un cosmos qui nous est profondément hostile. L'idée qu'il puisse exister une autre planète à seulement 4 années-lumière, que nous ne soyons pas totalement seuls sur notre unique et fragile rocher, est l'une des pensées les plus réconfortantes qu'un être humain puisse avoir. Je ne veux pas vous priver de cette consolation sans raison, mais je souhaite remplacer le fantasme par quelque chose de plus réaliste, car la vérité n'est pas, en réalité, plus sombre. C'est tout simplement plus honnête et, à sa manière, plus étonnant. Proxima B n'est pas effrayante car les scientifiques ont prouvé qu'il s'agit d'un monde mort et stérile. C'est là l'élément crucial à comprendre. Et c'est tout le contraire de la peur que l'Internet vend habituellement. Nous n'avons pas confirmé qu'il soit sans air. Nous n'avons pas confirmé qu'il soit inhabitable. Pour autant que nous sachions, cachés derrière notre ignorance, il se pourrait qu'un océan tempéré se cache sous ce soleil encore rouge. Exactement. Le monde doux que permettent les mannequins les plus bienveillants. La peur ne provient pas de la certitude que Proxima B est un cadavre. La peur provient de la prise de conscience que presque toutes les versions de cette situation, encore compatibles avec l'épreuve, celle sans air, celle de l'air raréfié qui s'effondre, celle des tempêtes et même celle de l'océan tempéré, exigeraient de tout être humain y vivant. Une vie de dépendance quasi totale, de restriction et de vigilance bien au-delà de tout ce qu'a jamais exigé l'existence humaine ordinaire. Ce n'est pas le pire des cas qui inquiète. Le problème, c'est que même le meilleur scénario est bien plus complexe que ne le laisse entendre le mot « habitable ». Car voyez ce que même la branche la plus douce peut offrir. Supposons que Proxima B ait conservé son eau. Supposons qu'elle contienne une véritable atmosphère, qu'elle fasse circuler sa chaleur et qu'elle ouvre cet hémisphère océanique ensoleillé. Même alors, vous ne sortiriez pas sous un ciel bleu dégagé, car le ciel est rouge et l'étoile est traîtresse. Vous ne vous répandriez pas sur toute la planète, car les terres habitables pourraient se limiter à une seule face ensoleillée, le reste étant recouvert de glace ou en proie aux tempêtes. Vous seriez géographiquement limité, confiné à la mince bande du monde que les lois de la physique permettent. Vous ne pourriez pas vivre de la Terre au sens terrestre du terme, car la lumière n'est pas de la bonne couleur et la surface est exposée. Ainsi, votre nourriture, votre air et votre sécurité seraient tous fabriqués et dépendants de la technologie au quotidien, pour toujours. Et vous feriez tout cela à plus de 4 années-lumière de chaque autre être humain resté sur place, séparé de toute aide significative par un gouffre qu'aucun message ne peut franchir en moins de 4 ans. Une Proxima B tempérée ne serait toujours pas une seconde Terre. Ce serait un lieu où l'humanité devrait tout reconstruire à partir de rien et défendre sans relâche une petite enclave protégée
où la vie humaine serait à peine possible. Et c'est finalement ce qu'il faut retenir de tout ce voyage. Nous avons tendance à imaginer qu'atteindre la planète potentiellement habitable la plus proche serait un retour aux sources, que nous arriverions, poserions le pied sur le sol, respirerions l'air et saurions que nous avons trouvé un endroit que l'univers nous a réservé. Mais Proxima b ne nous avait pas été réservé. Rien dans ce produit n'était conçu pour nos poumons, nos récoltes ou nos corps fragiles. C'est un monde d'air inconnu, blotti contre une étoile violente qui n'a jamais promis de nous retenir. Alors, si jamais nous y parvenons, si jamais des êtres humains se tiennent sous ce disque rouge immobile, cela ne signifiera pas que nous avons trouvé un second foyer qui nous attendait dans l'obscurité. Cela signifiera quelque chose de plus difficile, et honnêtement de plus gratifiant. Cela signifie que nous apprendrons à emporter notre maison avec nous, que nous apprenions à conserver intacte à la surface d'un monde qui ne nous a offert gratuitement aucune de ces choses. À côté d'une étoile qui passait ses journées à essayer de nous les reprendre, un petit bocal artificiel scellé contenant de la terre, son air, son eau, sa chaleur et sa lumière. Non pas une seconde terre découverte, mais une première terre patiemment reconstruite et farouchement défendue à 4 années-lumière de chez elle. Et c'est peut-être là la véritable leçon que la planète la plus proche a à nous enseigner. Que la galaxie n'est pas parsemée de foyers qui nous attendent, mais de mondes qui ne nous accueilleront que si nous sommes assez forts, assez prudents et assez patients pour construire notre propre abri et ne jamais cesser de l'entretenir. Proxima b est le test le plus fiable pour savoir si nous en serions capables, et nous ne le savons pas encore.